Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, vous devriez voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 6 mai 2017, bienvenue à cette édition des Geeks Contre-Attaque! Mon nom est Éric Lajoie, puisque... Ah non, je m'étais dit, je promettais. Oui. Depuis jamais faire une mauvaise joke sur le fait de pourquoi je m'appelais ça. Puis je m'en allais le faire encore par réflexe. Je suis désolé, c'est 5 ans d'habitude, pareil. Hein. C'est dur de faire de ce genre d'affaire-là. Ouais, c'est comme un centre de désintox. Non, c'est ça. Et de mon côté, moi, c'est comme deux gros milestones, on pourrait dire, entre guillemets, cette année, parce qu'on va fêter nos 5 ans des Geeks Contre-Attaque. Et je vais avoir 40 ans dans un mois, je commence à capoter. Mais déjà? Ouais, là, c'est ça, je me sens vieux. Déjà 40 ans? Ouais. Oh donc là, je me suis juste présenté moi, je vais vous présenter aussi Conan Arsenault. Salut. Ensuite, je vais vous présenter Monsieur Stéphane Goulet. Salut, jeune homme. Hey. Et on a aussi... Ah non, je l'ai oublié. Jean Cloutier. Jean Cloutier, OK, oui, c'est vrai, de l'émission Les Grains de Sable, qui était là juste avant nous autres et qui remplace Mikey G cette semaine derrière la console. Merci à Brûle pour Point, peut-être. Oui, Brûle pour Point. Merci beaucoup à Mike aussi qui m'a remplacé pendant que j'étais dans ma tournée européenne. Donc, j'ai au moins ça. au moins. Donc, hey, c'est pas plus compliqué que ça. On a vu des trucs en fin de semaine. C'est passé plein de trucs pendant la semaine. On va parler de ça immédiatement. Alors, messieurs... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les Geektualités, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine selon vous? Je vais summoner Simon qui vient de partir. Plein de choses. Plein de choses. J'aime tellement ça quand il dit ça. Ben oui. Donc, quoi tout d'abord? Écoute, premièrement, je vais te parler d'une nouvelle technologie dans le monde de l'impression. Là, c'est sûr que je vais te montrer une image. Je vais la mettre sur la page des Geeks. Alors, tu peux voir ces belles images tu peux reconnaître c'est quoi facilement. Voilà, c'est ça, le Parthénon, le Sphinx, le Stéphane aussi, tu peux le voir. Colisée de Rome, la Tour Eiffel. Bon, tu sais, c'est des images. C'est pas comme si on n'avait jamais vu ça. Ouais, effectivement. Mais sur quoi sont-elles gravées ces images-là? Eh bien, elles sont gravées sur une petite chose plus petite qu'un cheveu humain. OK. Avec des lasers. OK. Parce que oui. Ça, dans le fond, là, ces images-là que je t'ai montrées mesurent 50 nanomètres de large. OK, donc c'est vraiment très, 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 très petit, là. 50 nanomètres, là, c'est pas visible à l'œil nu, j'imagine. Non. C'est ça. Donc la photo a été prise avec quoi? Avec un super engin avec un microscope électronique, mais c'est que même l'image à cette échelle-là a encore un pixel par pouce, si on veut. Là, c'est une résolution. 127 000 dots per inch. OK, donc on est rendu là. Ça veut dire que s'il faisait une TV, le 4K, là, t'es éloigné, là, c'est vraiment grossier du 4K comparé à ça, là. Ouais, c'est sûr que, tu sais, ça coûte, ils disent pas combien, nécessairement ça coûte graver ça, tu sais, à date. Mais ça, 127 pixels par pouce. 127 000? 127 000 dots per inch. Donc, okay, 127 000 pixels par pouce. Point par pouce. Imagine qu'une photo professionnelle, faite par un professionnel, imprimée dans une imprimante pour que la photo sorte, top notch. C'est 300 points par pouce. OK. Donc, imagine. Et là, c'est 127 000 points par pouce. Puis on remarque quand même que la résolution, là, je sais que les auditeurs le voient pas, mais la résolution de la photo est quand même, je veux dire, quand même pas parfaite. Là, mais on dirait négatif. C'est ça, on dirait un genre de négatif, c'est ça, justement. Mais c'est suffisamment défini pour qu'on reconnaisse le monument. Je veux dire, je reconnais le Taj Mahal, je reconnais le Golden Gate Bridge, je reconnais absolument... la Tour Eiffel et tout ça. Oh, exactement. Est-ce que je veux savoir l'utilité de ça, Conan? Je veux dire, mettons, pour être capable de, y trouver une utilité, disons.
que les bactéries puissent apprécier la Tour Eiffel, c'est ça, exemple. C'est faire des petits musées pour des... tu sais, comme dans Zoolander, là, comme, what is this, I think France? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. comment mais faire il y a souvent beaucoup d'avancements comme ça qui passent par une inutilité, oui, entre non, mais guillemets, c'est ça, là, c'est plus qui nous amène ailleurs, là. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut le voir, là. Imagine juste en médecine. Si t'es capable de prendre des photos de cette taille-là, OK? Ben oui. Tu peux peut-être être capable d'afficher... Non, c'est n'importe quoi, je dis là. Non, d'avoir une photo à cette grandeur-là, quelle utilité, les gars, on pourrait trouver, là? Ben, j'imagine que, tu sais, pour faire de la recherche, justement, au niveau des cellules, tu sais, souches ou autre, là, je sais pas, je connais rien là-dedans. Moi, tu sais, mon côté scénaristique embarque ça, c'est comme, voyons donc, évidemment, les gars, qu'on grave un microfilm avec toutes les informations, mais tu sais, c'est le microfilm de, tu sais, je veux dire, c'est comment transporter des informations, dans le fond, ça peut être aussi comme un chose, justement, de comment transporter un très grand nombre d'informations dans un espace. OK. Ridiculement Mais à 127 000 points par pouce, l'information est pas si petite que ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben non, mais dans le sens qu'il y a 127 000 points par pouce, si t'as un pouce, t'as quand même 127 000, t'as un carré de 127 000 points. Mais ça prend X fois, combien rentre 300 fois dans 127 000? Ça, c'est ma question. Ça veut dire c'est autour de 300, 3000 fois. Milliers. OK, bon, mettons 3000 fois autour de. Convulsion. C'est 3500 fois à peu près, OK, si je compte rapidement. Donc, on a 3500 fois la valeur d'une image dans un pouce à exactement, 127 000. donc 320 000 fois plus... 3500 fois plus gros comme fichier qu'une photo standard à 300 points par pouce. Donc, question espace, c'est pas économique, là. Ben, ça doit dépendre justement de comment tu t'engraves ton espace. J'imagine, écoute, là, j'imagine t'as une poignée de cheveux dans tes mains, mettons. C'est sûr et certain que le fichier mettons que ton appareil photo, là, qui prend 127 000 dPi, là, c'est clair que ça te prend une carte gig avec quand même plus que un. Moi, je pense que c'est pour les Japonais, ils ont tellement des appartements petits qu'ils ont place à mettre physiquement leur album photo. Donc, d'après moi, ça va servir à ça. Mais aussi, ce que tu disais tantôt, exemple, la personne de la CIA qui va traverser, disons, les lignes avec une poignée de cheveux dans ses mains et qui, là, va avoir justement plein de photos sur plein de secrets. Aussi, là, c'est sûr que là, c'est cette technologie-là appliquée à l'échelle de l'absurde, dans le sens, OK, mon laser peut graver justement 50 nanomètres. Awesome. Mais ça peut être aussi juste un moyen de faire, dans l'article, il parle de faire des gravures, mettons, sur des textures, sur des matériaux, mais des gravures vraiment complexes qui prennent très peu de ressources à faire comparativement ou qui sont impossibles à faire avec les ressources qu'on a maintenant, comme un petit laser, tu sais, qui fait un design. Donc, quelqu'un d'intense peut se faire tatouer son ADN. Genre. Mais tu sais, vraiment, d'arriver dans un niveau de détail tellement précis que c'est hallucinant. C'est peut-être plus ça, c'est ça, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça, mais on était rendu à la CIA, là, mais c'est peut-être pas ça l'utilité. Non, évidemment que c'est pas ça. Je suis encore déçu. On y a pensé, donc c'est pas ça. C'est clairement pas ça. Par la loi de la raison. Autre chose? Il y a toujours des nouvelles choses. Attendez un petit peu que je fouille dans mes images. Ah oui, on avait parlé un peu de CRISPR, hein, si je me souviens bien. CRISPR, qui est la technologie de séquençage de gènes et pas juste de séquençage, pardon, mais de découpage de gènes. C'est un outil, dans le fond. Okay. Et puis, c'est comme... De moi, ce que j'ai compris, c'est sûr que j'ai pas lu des articles vraiment, tu sais, c'est la plus vulgarisée possible, c'est un ciseau génétique. Okay. Tu décides OK, tel gène, pour isoler des gènes. Snip, tu comme faire du montage avec des vieux rubans de film. Littéralement, mais avec le code génétique. Donc, cet outil-là, évidemment, c'est une technologie révolutionnaire. Je me souviens qu'on en avait parlé quand il avait annoncé la technologie. Il y a une couple de mois déjà. Donc, tu vas avoir des poils de barbe sur l'épaule, mettons. Mettons que tu veux plus avoir ce gène-là dans toi. Okay, c'est plus ça. Ce gène-là, c'est comme GTA 34223 / poil. GTA, right? Okay. Puis donc, ils vont les trouver, techniquement, dans le futur, ils vont les trouver, ce gène-là, dans ton code génétique, le couper. Évidemment, ça veut pas dire que toi, maintenant, après, t'auras pu... Mais c'est parce que, évidemment, c'est un outil, le génétique, incroyable. On est vraiment dans l'aube de... La science-fiction est en train d'enlever le mot fiction. Là. Littéralement. Et ils ont fait une découverte absolument incroyable. Ils ont éliminé le virus du VIH chez les souris avec l'aide de CRISPR. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le gène qui est susceptible d'être atteint par le virus. Exactement. Parce que, tu sais, pour qu'on soit sensible à quelque chose, faut qu'on ait les récepteurs nécessairement à ça. On peut pas, tu sais, s'il y a quelque chose qui est inerte par rapport à nous, notre corps le passe, puis comme, hop, ça y est. Il y a pas d'interaction. Mais donc, si on a le code qui peut avoir
acquérir le virus, ben là, et voilà. Et donc, ils ont trouvé un moyen d'enlever, de les couper ce gène-là chez les souris. Donc, on est en quelle année, là? En 2017? 2017, oui. 2027 maximum, moi je pense qu'on commence à parler de on pourrait là faire le bébé ultime là qui est pas de maladie, rien. Je suis sûr qu'on va avoir cette discussion là. Prédiction de Conan. Ouais. Ce qu'on va faire, on va mettre ça dans un grand livre là, puis en 2027 on vous en reparle. Yes, si on est on devrait être encore là. Ouais, je serais comme content, mais ça dépend de en tout cas. Non, je comprends ce que tu veux dire, tu sais. On va être encore en train de faire le show des Geeks contre-attaque dans 10 ans. Exactement. Oui, ce serait cool. Mais ça veut dire que j'aurais pas déménagé, que j'aurais encore des fins de semaine de lousse, que j'aurais comme, tu sais, ça implique beaucoup qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui bougeront pas. Mais, ne vous détrompez pas. Je suis très content de faire le show. Écoute, ça va faire 5 ans, on capote, là. Mais, c'est ça. Hey, 5 ans. 5 ans. Ça fait combien d'heures? Est-ce qu'on a calculé les heures? Je pourrais calculer ça rapidement. Vas-y, t'as l'air super bon en maths en plus. Je te dirais qu'on a été, on est la première année complète à 1h30, ok? On a fait 2 étés à 1h30. Le reste du temps, c'était 1 heure. Donc, on pourrait faire un calcul rough en enlevant quelques dates. Sur la pause, sur la pause, mais je vous dirais que sinon, ça en fait quelques-unes. Ça fait de la belle pollution d'ondes. Tu sais, comme si le reste arrive, puis là, comme là, ils captent les ondes radio, là. On doit être proche, sinon dépasser notre 200e épisode. Nice. Wow! Il aurait fallu les numéroter, honnêtement. On le faisait pendant un temps, puis à un moment donné, on a perdu le compte. Ah oui, c'est vrai. Mais parce que, il est arrivé un moment où on s'est rappelé que 6 mois avant, il y avait des shows qu'on avait peut-être pas eu, ou qu'il y avait eu des semaines qui avaient pas eu. Puis là, on a comme fait, là, on est rendu approximatif, puis on a arrêté. Mais je te dirais qu'on aurait dû. Mais il y aurait peut-être façon des compter. Parce que je sais que notre copain Phil Jacques, qui fait le montage du canal YouTube, les Geeks contre-attaque, a commencé à archiver quand moi j'ai arrêté. Puis moi, ce serait 260 épisodes, dans le fond. 260, c'est ça, épisodes qu'on a. Ouais, c'est ça. Ben, ça enlève toutes les, mettons, les radiotons, les vacances des fêtes, puis tout ça. Mais, lui, j'avais fait le décompte à un certain temps, puis quand il a pris le relais, il a continué à le faire. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on compile nos stats tous les deux, pour pourra peut-être avoir un chiffre, mettons, à 5 épisodes près, on pourra avoir le décompte des épisodes. Ça fait 15 600 minutes. Si j'enlève les 1h30, là, qu'on fait depuis, mettons, rajouter à ça, peut-être une couple de minutes, là. Donc, mettons, 16 000 minutes, grosso modo, là, de torture auditive. Ça pourrait être bon quand même. Oui. C'est pas un album de punk, ça? C'est ça, ça pourrait être bon. 1500 minutes de torture auditive. Ouais, c'est ça. Mais je te dirais qu'en même temps, c'est notre Guantanamo Bay qu'on offre aux ondes de Québec. Exactement. Bienvenue dans notre monde. Mais non, regarde, on est bien fiers quand même, là. Oui. Puis on va essayer de faire des stats un peu plus précises pour vous parler de ça au début juin, quand on va faire officiellement notre émission qui va célébrer notre 5e anniversaire, le début de notre la fin de notre 5e saison, début de la 6e, dans le fond, là. Donc, ça va se faire bientôt. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles bientôt sur radio, sur CKRL en général, parce que là, dans le fond, on est dans l'élaboration de la programmation d'été. Oui, c'est vrai. Donc, il va y avoir plein de nouvelles émissions, nos émissions qui vont prendre la pause, tout ça. Nous, on vous annonce déjà qu'on a demandé de renouveler. Tout devrait être correct, là, on devrait rester là. Est-ce que ça va être 1h30 encore? On va le savoir bientôt. Donc, on va l'annoncer de toute façon, là, s'il y a des nouvelles heures, si on est dans différentes causes horaires et si on est plus longtemps ou moins longtemps. Donc, pas plus longtemps, mais même longtemps. Le même temps. Longtemps. Yes. Ça va bien. Hey, oui. Pause? Ouais, c'est ça? Non, mais c'est pas le temps de la pause, non. Ce qu'on va faire, c'est que on va avoir un invité. Pendant l'émission, oui. Et on va essayer de se parler de comment on s'organise pour le rencontrer. C'est Mikey qui nous a annoncé ça parce que Mikey ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc ça déstabilise beaucoup. Il est vraiment essentiel. Toutes les fois qu'on écœure Mikey qui est dans l'aquarium. Mais on est tellement handicapés sans Mikey. On est clairement des enfants sans adultes. Voilà, c'est ça. Et puis c'est rien contre Jean, là. C'est rien contre Jean. C'est juste que Mikey a une façon de saisir Mikey prévient ce qu'on va dire. Il prévient ce qu'on va dire. Puis il y a une façon de calculer à quel point qu'on a été assez imbécile. Puis timer ça avec ça.
c'est notre psychiatre, dans le fond. C'est notre chien gardien de Ouais, c'est ça. qui nous encercle et qui nous mord les Nous morceaux. sommes aveugles sans lui. Il comprend notre maladie. Oui. Et regarde, on va arrêter de parler de nous autres, on va Bon, parler d'autres t'es choses. Pendant l'émission aussi, on va vous parler de cinéma un peu parce que moi et Conan, Hey, c'est vrai, l'as-tu vu? je suis allé voir Guardian. shit. hier. T'as été le voir? Oui, c'est le début officiel de la saison des blockbusters, là, Hey, on se le cachera pas. Là. Là, on a comme jusqu'en octobre, là, qu'à chaque semaine, il y a au moins un film qui sort. Il y a un qui film est notable intéressant. qui va être le fun à jaser ici au Geek. Là. Fait que, honnêtement, il y a ça du va coûter stock. cher. Ouais, il y a Alien Covenant qui s'en vient, il y a une couple d'affaires. Là. T'as-tu d'autres nouvelles? Oui. Je pensais qu'on partait en pause avec tout ça, mais non, écoute, on Non, la pause, continue. c'est plus vers ennemi. D'accord. On parlait tantôt là, de mettre des informations par laser sur une petite chose. Une autre itération de ce genre de storage là, pardon, je trouve pas le bon mot, D'entreposage de données. D'entreposage de données. Merci beaucoup. Oh my god, tu sais, des fois. Ben, stockage de données. Stockage de données, merci beaucoup. Donc, il y a le stockage qui s'appelle le 5D. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Le 5D. Ouais, moi je pensais que ça avait rapport, tu sais, comme temps, espace, mouvement, comme la cinquième dimension. Oh my god, on range ça dans entre. Non. Skip la quatrième, cinquième. Ouais, c'est ça. non, c'est vraiment, le nom est vraiment awesome, c'est le Superman Memory Crystal. C'est du stockage de données, sur du cristal, sur un peu comme dans Forteresse la solitude de Superman, où ce qui prend des cristals et qui regarde des vidéos, là. Exactement. En mauvaise résolution, d'ailleurs, là. Je sais pas trop, mais je te dirais que ces cristals, ils ont comme une résolution YouTube, là. Les Ouais. autres cristaux sont poches un peu. Ouais, c'est comme Kryptonien. c'est 400 par 200, là. Ouais, quelque chose du genre. Mais c'est quoi, tu peux mettre un nombre, j'imagine, impossible de donner là-dessus ou non c'est avec la seulement lumière? non seulement ça, mais tu sais, mettons un disque que je crois, j'ai pas la taille du disque en tant que tel, mais mettons qu'on va dire. Gros comme un téléphone cellulaire, Non, disons. mais maintenant qu'on dit juste par le format conceptuel un CD, là, juste pour dire, tu sais, on a tous un dommage. Donc 360 terabytes par disque, OK. ce qui est Quand même. pas mal. Quand même, ouais. mais c'est que ça va être d'une stabilité incroyable. Ça va prendre 1000 degrés Celsius pour commencer à altérer la structure et Donc, ben, écoute, c'est parfait pour pouvoir naviguer l'Internet pendant un incendie. voilà. C'est Et tout à fait. ça va durer sinon 13,8 milliards d'années à Parce température que c'est la pièce. grosse problématique. Je pense que Eric, tu nous en avais déjà parlé. Oui, la justement, détérioration des données. C'est tous les supports qu'on a à aller jusqu'à maintenant ont une durée de vie X. Et puis il y a beaucoup de données très importantes de l'histoire présentement qui sont menacées d'extinction. Quand tu nous parles de données X, là, c'est très court. Là, c'est une question de décennies. Là, c'est pas une question de centaines d'années. Que ce soit la musique, que ce soit des archives de journaux, que ce soit des écrits, que ce soit tous des dossiers sur Internet, tout ça a une durée de vie limitée sur les supports qu'on a présentement. Et il y a beaucoup de scientifiques puis de personnes plus intelligentes que nous Des archivistes, qui sont présentement sur ce dossier-là pour être capables de régler ça pour préserver cette information-là et l'amener dans les prochaines générations. Donc, de savoir qu'on a un support possible qui pourrait être fait de façon produit en masse et qui aurait une durée de vie de milliards d'années, à partir de là, on n'a plus à craindre de la perte de cette information-là. Parce que c'est pas les gros, exemple, les films qui ont pogné, mettons, des années 30, 40, 50, qu'on va avoir peur de perdre, les musiques. Ben et ça, tout au contraire, ça c'est va être quelque chose qui est un peu plus, mettons, qui est un peu plus underground à l'époque, qui pourrait définir aujourd'hui ou qui a influencé des gens. Je te donne un exemple. Pour ce qui est des films, tout ce qui est sur ruban, s'il n'est pas conservé dans une température optimale, est déjà potentiellement déjà effacé. OK. Ouais. Aïe, OK. OK. C'est à ce point-là. Tous les films aussi qui n'ont pas été bien entreposés, là, puis bien entreposés, Exactement. l'humidité, puis gna, gna, gna. C'est fini. Ouais, ou les lumière, déménagements c'est- d'entrepôt, les incendies. Dès Je qu'ils veux vont dire, l'ouvrir, dès qu'ils vont ouvrir la boîte. donne terminé, ouais. un exemple concret. Une série que Mikey G, justement, apprécie de façon excessive, c'est Doctor Who. Doctor Who, il y a des saisons complètes qui ont disparu. OK, complètement. Qui ont disparu, là. Ah, c'est pas parce que la BBC avait enregistré par-dessus en se disant, ouais, on a des backups finalement de ça. Ouais, puis puis il y en qu'il avait pas. Ils ont juste enregistré par-dessus, là. Ouais. Aïe, parlant de Doctor Who, vous autres, aimez-vous ça? J'ai pas écouté beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour l'œuvre, mais j'ai pas écouté beaucoup. Ouais. ça. Moi, j'aimerais ça, aimer ça. Ben, c'est ça, moi aussi, c'est ça. Mais à J'ai chaque peur, fois que j'ai j'en peur. ai écouté, j'étais toujours un petit peu, je veux dire, sous-surpris. C'est ça, exactement. C'est une belle, C'est un beau mot, ça. sous-surpris. Le rythme est différent. Le rythme est très différent de ce à quoi on est habitué. C'est
tellement, mais tellement typiquement britannique. Tellement. OK? C'est très, très, très étiqueté british parce que c'est leur style exposé. C'est de la science-fiction british, peut-être la seule que tu peux comme qualifier de Brit sci-fi. Littéralement. Et pour ceux qui sont habitués à ces médias-là, à écouter de la musique britannique, à écouter des émissions sur la BBC, puis toutes les comédies britanniques aussi ont un rythme particulier qui sont pas nécessairement pour tout le monde non plus. Là. Monty Python, c'est des génies, mais c'est pas tout le monde qui trouve ça drôle. Non, mais Monty Python et Doctor Who, c'est vraiment loin, mais vraiment proche en même temps. Quand on regarde les deux produits, là, je veux dire, tu peux montrer Doctor Who à quelqu'un, puis dire après ça... C'est pas Monty proche Python, dans le résultat, mais c'est proche dans la structure. Ouais, puis dans les sensibilités aussi, quand même. Exactement. Je pense que nous, on a été formatés par un peu le contenu américain en bas âge. Fait que c'est sûr, Le on est Canada, habitué oui, à un genre oui. de rythme qui est Mais on a déjà différent. une ouverture un peu plus sur le contenu britannique, bien entendu, clairement, parce qu'on fait, parce que c'est quand même notre reine à nous autres aussi, d'un sens, là. Ça te fait tirer des roches. Non, dans un certain sens, ok? Je dis pas que c'est important, là. Je dis juste que c'est quand même encore ça. Technically, on est encore dans le Commonwealth, ok? On parle pas de ça. On a encore sa face nos billets. Mais tu sais, c'est ça, exactement. On va dire ça même. Mais donc, Doctor Who, écoute, moi, la fois que, la seule itération du personnage que j'ai vu, puis que quand je l'ai vu, j'étais comme, ouais, là, j'écouterais ce personnage-là, c'est quand, je sais pas si c'est encore ça, mais c'était Peter Capaldi. C'était celui après David Tennant. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Puis mais l'acteur était vraiment, il me faisait beaucoup penser à House. C'est une espèce là, Oui. de douchebag là, qui est vraiment pas fin, qui est vraiment agressif, qui est pas compréhensif, qui est pas patient, mais tu trustes ta vie et tout ce que tu peux dans les mains de ce gars-là parce que c'est clair qu'il va te sortir de la situation. Ouais, J'aimais bien ça. Puis tu sais, c'est comme c'est tout le temps de voir à quel degré chacun des différents acteurs qui interprétaient le rôle va se l'approprier, Ouais. il va ajouter à ça, puis il va jouer avec tous les clichés de cette série-là de version en version. C'est un peu comme, à chaque fois, on est curieux de savoir qui va faire le prochain James Bond et de quelle façon il va interpréter le personnage. C'est la même chose avec les Doctor Who. C'est comme ça devient juste Je connais rien de Doctor Who, mais je vais vous dire une chose. Quand tu es capable de voyager dans le temps de façon, disons, traitée, qu'il n'y a pas de contraintes dans une série, puis que tu es capable de voyager dans le temps sans contraintes, je débarque toujours. Parce que je me dis tout le temps, tu fais... Si on rentre le voyage dans le temps, c'est tout de suite l'espèce de trou sans fin scénaristique. C'est ça finit jamais. Là, tu pourrais répondre à toutes les questions que tu t'es posées depuis... Non, ça marche souvent Mais jamais. ce que je veux dire, c'est que si t'as une contrainte, mettons, t'as voyagé une seule fois, puis là, faut vraiment que tu fasses ton plan dans ta tête, là, c'est correct, tu sais, puis que bon, t'as une contrainte parce que justement, mettons, t'es plus capable d'alimenter, mettons, ton véhicule, mettons, ça c'est correct. Mais là, si tu y vas dans le temps à Will avant, comme tu sais, tu que t'en veux, reviennes de ça. ça donne plus rien, là, c'est comme plate un peu. Fait que je sais pas, peut-être que les fans de la série vont me défoncer à coups de 2 par 4, mais je veux dire, moi, c'est ce qui m'agace un peu, là. Ça c'est risque pas d'être un coup de poche de thé. En fait, non, mais c'est correct. C'est pas pour tout le monde. Puis je pense pas que les fans en veulent à ceux qui sont pas capables ceux qui le catchent pas. C'est pas plus grave que ça, parce que pour ceux qui le catchent, c'est awesome. Tu sais, entre guillemets, dans le fond, pour ceux qui le comprennent, c'est parfait. Mais pour ceux qui sont juste pas dans ce bain-là, c'est pas plus grave. Les fans sont pas très agressifs. C'est pas comme des Star Wars versus Star Trek. Non, ça c'est clair. Ou des fans du Seigneur des Anneaux quand tu lui parles de qu'est-ce qu'ils ont pas mis dans les films qui auraient dû, qui étaient dans les livres. Puis là, tu ouvres une boîte de Pandore extraordinaire. C'est ça. Mais je te dirais que d'un autre côté, j'aime pas avouer que je comprends pas. Comprends ce que je veux dire? Mais là, c'est vraiment le cas, là, malheureusement. Je pense que ma version préférée de Doctor Who, c'est la version dans Doctor Space-Time, dans Community. Oui. Donc, il écoute une version britannique de ça, qui est un inspecteur de l'espace et du temps. Yes. J'avais bien aimé ça quand même. Bref, là, on est dérapé, comme d'habitude, là, sur le stockage des données. Donc, stockage en cristal, ça a l'air efficace. Donc, on était rendu là. Hey, ce qu'on va faire, Jean, il va faire ça en pro. On va aller avec une petite pause de 2 minutes cac, là. Et on va revenir tout de suite après parce qu'on a des invités en studio. On vous en parle tantôt au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Et on a des invités cette semaine. Je pensais qu'il y en avait juste un. Mais non, il y en a 2. Ils ont splitté. Non, c'est ça, 2 invités. Donc, Sylvain et... je l'ai oublié, tu viens de me le dire. Marie-Ève. Sylvain et Marie-Ève de la chaîne YouTube Juste un Geek. C'est ça, c'est exactement ça. Yes. Tu peux t'approcher un petit peu du micro. Donc, Juste un Geek, c'est quoi
C'est quoi juste un geek? Quand on me pose la question, j'ai toujours la misère à répondre instantanément. Je suis comme, je vais-tu sortir mon jargon corporatif pour expliquer la chaîne? Tu peux le faire pendant 3 phrases, puis après on s'en parle de façon familière. Je vais laisser Marie-Ève l'expliquer mieux que moi. Parfait. Écoute, je peux condenser, pour une fois qu'il me laisse condenser. En gros, Juste un geek, c'est une chaîne YouTube, mais également c'est des gens cool. Si vous nous croisez en convention, venez nous parler, on mord pas. Et on fait du scénario tranche de vie. Mixé à ça, vous allez trouver des critiques d'événements et de jeux rétro ou actuels ou même de table. OK, donc vous faites la critique de produits un peu, mais en même temps, vous faites des genres de sketch ou des genres de... On essaie de mettre un petit peu d'humoristique à travers la critique, qui est un petit peu plus sérieuse comparativement au sketch qu'on fait. OK. Puis pour ce qui est du côté, mettons, sketch, c'est une histoire qui suit des personnages récurrents ou vous adaptez à chaque fois au matériel que vous avez à parler d'eux? C'est une bonne question. Est-ce que nos histoires se suivent? Ouais, est-ce que c'est dans un univers connexe, là? Oh! En général, on a du lore. En général, on a une continuité dans les histoires. Par contre, c'est pas nécessaire d'écouter tous les épisodes en continuité pour avoir l'idée principale. Il n'y a pas nécessairement un JCU. Non, tu peux prendre n'importe quel Just épisode. Geek Cinematic Universe, voilà. c'est pas ça. Exactement. Ah, cool. En fait, on a fait un peu comme Star Wars. On a fait ça en 9 parties séparées, des parties tournées avant, après, avec CGI à mort, puis là, vous avez l'air pas de... Exact. Wow. OK, puis vous peinturez d'un coin avec les scénarios, puis tout le monde vous dit « Ah, c'est beau, c'est correct, on va s'organiser. » Exact. Je sais pas de quoi je parle, sinon. OK, vous avez commencé ça quand, au juste? En fait, moi, j'ai commencé en 2011 à faire du YouTube, à l'époque où le rétro gaming commençait à augmenter. Oui. Donc, moi, j'étais un grand fan à l'époque de Angry Video Game Nerd. Oui. J'ai dit, il y en a pas au Québec, je vais essayer de faire comme lui. Fait que j'ai commencé un petit peu à faire le niaiseux en bâchant des jeux. Vous irez voir ça, d'ailleurs, Terminator ou SNES, c'est un beau 0 sur 10. Donc, j'ai commencé à faire ça, à bâcher les jeux, puis à vraiment utiliser du langage québécois profond. Puis, j'ai voulu évoluer éventuellement quand j'ai vu que le domaine, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de faire ça en même temps que nous autres, etc. Puis par la suite, j'ai commencé à vouloir monter une équipe. D'où Marie-Ève ici présente. Oui. Aussi, il y a Mike Michaud de Puissance Maximale. Ah, ben oui, qui fait partie de l'équipe. Ah oui, évidemment. Donc, lui était le premier dans l'équipe. Mais faire vraiment un gros partenariat 50-50 pour la possession de la chaîne, c'est avec Marie-Ève que ça se fait. OK. Donc, 2011, ça fait quand même un certain temps, c'est pas pire. Vous avez commencé... quoi, ça fait 6 ans? Pour toi, oui, 6 pour moi, ans. oui, c'est moi, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Que je suis arrivé, oui. Presque autant de temps que nous autres. Hey, non, en fait, non, c'est oui. l'inverse. C'est nous autres, ça fait presque autant de temps que eux. Exact. Vous avez combien de vidéos jusqu'à maintenant sur votre chaîne? Mon Dieu, peut-être que j'en ai 200, 250. C'est pas beaucoup, là. Approximativement. C'est pas beaucoup. Comparativement à beaucoup de chaînes, c'est pas beaucoup. Ben, tout dépendant de la fréquence. Parce que, tu sais, moi, j'écoute plus la télé depuis quelques années, là. Puis je suis des émissions sur YouTube avant. Puis il y en a qui, c'est ça, qui font des sorties quotidiennes. Fait que c'est certain que ça s'accumule vite, là. Ça fait 300 par année. C'est ça. Si tu regardes PewDiePie, il fait 2 vidéos par jour. Clark, lui, c'est ça. Du 400 vidéos. Nous autres, on a notre vie, là. Mais si vous avez de la mise en scène, puis des sketchs, tout ça. Faut prendre le temps de les préparer. On essaie d'avoir du contenu de manière régulière. L'été, de faire coïncider cet horaire-là avec l'horaire des conventions, donc ouverture du Comic-Con de Montréal, en septembre à l'Animaricon, après ça Comic-Con de Québec, l'hiver le J'animé à Gatineau, etc. Donc, on essaie toujours d'avoir des scénarios qui vont avec ces événements-là ou des sorties. Donc, il faut prendre le temps de les préparer, ce qui fait que on aimerait donc bien ça faire ça à temps plein, mais on a une vie. Puis donc, à quelle fréquence à peu près vous téléversez du... Normalement, dans le meilleur des mondes, c'est à toutes les 2 semaines. C'est 2 semaines. C'est quand même une fréquence assez régulière. Ça fait un bout que je vous suis, moi de mon côté, puis ce qui m'a marqué, là, épouvantable, là, c'est vraiment la qualité du produit, là, tu sais, la qualité de tout ce qui sort là, de chez vous. Là, j'adore ça. D'ailleurs, j'essaie d'avoir cette qualité-là chez nous, mais j'ai jamais été capable. J'ai pas la patience, j'ai pas votre talent. Écoute, non plus. ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je regarde des vidéos de 2011 que j'ai faites, puis je me dis, maudit que c'était de la merde. Non, c'est ça, parce que tout le côté montage, puis infographie, puis tout ça, puis t'as commencé en 2011, t'avais-tu de l'expérience dans ce domaine-là avant, ou t'as appris sur le en tas? graphisme déjà en partant, ça m'a donné une grosse base, puis aussi Marie-Ève a étudié dans ce domaine-là, donc ça fait nous deux personnes capables de pouvoir s'améliorer puis pouvoir voir les défauts pour pouvoir tout à fait. faire les choses. Puis dans le fond, vous dites que vous produisez à tous les 2 semaines. Mettons un vidéo typique là, d'une durée moyenne de ce que vous faites. C'est quoi le temps total que ça vous prend pour le produire? Tu sais, mettons l'idée, le tournage puis le montage. L'idée, 2 bières.
Oui. Ça part toujours avec une bière, ça c'est sûr. Mais non, en général, d'écrire les scénarios, ça va quand même assez rapidement parce que comme Sylvain dit, vu qu'on a sensiblement le même processus de pensée, si on dit hey, on aimerait vraiment ça faire quelque chose dans ce style-là, ben nos idées vont se compléter rapidement. S'il manque d'idées, il va m'écrire, je dis hey, faites à l'affaire. Fait que le scénario peut s'écrire en dedans d'une soirée facilement. Puis en général, quand on va faire le tournage, on est d'habitude capable de faire 2 épisodes en 3 heures à peu près. À peu près, oui. Pour faire vraiment toutes les takes. Par la suite, c'est sûr que faire le voice-over, d'avoir des extraits de gameplay finalement pour les jeux, etc. Oui, faire le montage, c'est un petit peu plus long. Mais sinon, en moyenne, 1h30 par épisode pour avoir le tournage concis. Ouais, pour le tournage. Après ça, c'est la post-production. La post-prod, Là, c'est dur de calculer. Là. C'est dur de calculer, là. C'est parce que là, tu mêles la vie privée avec cette affaire-là. Fait que là, ça commence à devenir pas mal de temps. Là. Des fois, on se dit, oups, il y a un petit quelque chose. Marie, il faut recommencer la tech au complet. Parfait. Ce jour-là, je t'ai peigné comment? Je t'ai maquillé comment? Et on va faire pareil. Pas de problème. Oui, on l'a fait d'ailleurs une fois. Ça, c'était avec l'épisode sur Omega Labyrinthe, je pense. Oui, Omega Labyrinthe. Ouais, il manquait, il manquait une scène où la scène était très floue. Enfin, j'avais fait le focus sur ce qu'il y avait en arrière au lieu du personnage. Le décor était d'une netteté. Ouais, tu peux lire les critiques des jeux dans le fond, mais tu peux pas voir la personne en avant. Celle-là est un petit peu plus long, mais en général, si on met 1h30 plus la post-prod, tu passes combien de temps à peu près dessus? Moi, je dis un total de 48 heures total. 48 heures total. Quand même. Mais c'est là que ça va paraître aussi. C'est là que vous vous démarquez, dans le fond, à quelque part, des chaînes similaires. Parce qu'il y a beaucoup de monde... Plein d'ambition, puis j'admire ça, c'est le fun au Québec, on commence à en avoir beaucoup des YouTubers là, qui en font régulièrement, mais avec un taux mettons, avec une qualité de production variée. On va dire ça comme ça. Il y en a. C'est que de tous les styles. Exactement. Puis il y en a qui vont faire ça vraiment juste chez eux avec une caméra pis that's it, là, fait que dans le fond, c'est le travail que tu vas mettre avant qui va te donner dans le fond, le edge qui va peut-être te permettre d'être plus en vue. Vous êtes rendu à combien d'abonnés sur votre chaîne? Pas de temps, parce que je pense que j'en avais plus dans le temps que je faisais juste du rétro. Oui. Mais là, à mesure qu'il y a eu plus de monde qui se sont lancés là-dedans, mais ça s'est comme réparti un peu partout. Ça se disperse un peu. Ouais, pour avoir des chaînes similaires à la nôtre qui sont à peu près au même niveau. Là, on parle de 500 à 1000 abonnés seulement. Non, mais regarde, au Québec... francophone seulement, c'est quand même bien. Parce que c'est sûr que quand on se compare aux YouTubers en général, c'est comme, tu t'envoies 50, 100 000, mais ils font en anglais, ça peut être écouté partout dans le monde. Je veux dire. Exact. En québécois, puis les habitudes, en plus, des Québécois, question écouter YouTube versus le câble ou la télé, les médias traditionnels, on est encore en transition présentement. Là. Donc, c'est peut-être pas encore assez populaire pour avoir beaucoup de tractations. Le cord cutting là est pas encore complet au Québec. Là. Non, c'est ça. On est en chemin, mais ça s'en vient. Mais c'est quand même bien, quand même très bien. Ouais, écoute, Pour répondre à la question, j'ai pas le chiffre sur YouTube, mais le nombre d'abonnés Facebook qu'on a présentement, nous sommes à 530. Faut monter ça à 1000 cette année. Vous allez en avoir plus maintenant, hein? Ben, écoute, tous nos fans là, on est rendu à 1000 likes là. Fait que allez voir on va mettre le lien de toute façon, bien entendu, sur votre chaîne YouTube, sur notre page. Donc, vous pouvez vous liker leur page Facebook, mais allez voir les vidéos surtout, parce que c'est comme un peu ça qu'ils font. Hein? C'est bien beau liker du Facebook, puis aller faire des likes, mais c'est quoi la dernière chose que vous avez faite? La dernière chose qu'on a faite, c'était un test de cornichons frits. C'était une crise de foi. Nice. Parce qu'en fait, dans juste un geek, comme Sylvain disait tantôt, en fait, c'est passé de juste un gamer avec principalement du rétro, et tranquillement, on a élargi nos horizons. Donc, entre autres, des jeux japonais, couverture événementielle, et quelque chose que les gens aiment beaucoup, juste un gastronome. Donc, on peut mettre la sauce JUG. Exact, c'est littéralement tout. J'ai pensé à juste un globe trotteur. Il faut juste qu'on ait le budget pour me payer des voyages. Partez-vous un Patreon pour ça. Me payer des voyages. Non, mais c'est le fun, ça, parce que nous aussi, on avait inclus un peu de culinaire dans notre show. C'est vrai. Puis c'est surprenant comment qu'on peut essayer des trucs dans l'univers geek qu'on avait pris. C'est quoi qu'on avait fait déjà? Les dernières, c'est les excellentes tabarnak. Ouais, les barnacs, dans le fond, c'est fait avec des sauterelles broyées. De la poudre de grillon. C'était spécial. Moi, j'ai trouvé bonne. Ouais, du Soylent qu'on a essayé, dans le fond, le produit qui est supposé être capable de survivre là-dessus tout le temps. Notre copain Mikey, il a fait une semaine là-dessus avant notre show. Pour le tester. Il a que bu ça pendant une semaine. Il filait weird. C'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est quoi? Ça vous donne un paquet de potentiel. Puis comme tu dis, l'acronyme vous permet de vous amuser. C'est endless. Autant qu'il y a de mots en G, là. Ouais, c'est mais ça. Reste que... Mais, écoute, avec l'imagination, là. Non, tu peux pas l'inventer. On pourrait changer le nom du show pour juste un gros, éventuellement.
Dans le temps des fêtes, juste un généreux. Ouais, juste un généreux. généreux. Ah, on a comme le moment de la journée. Ah ouais, c'est ça. Ou pour les analphabètes, juste une joke. Une joke avec un G, tu sais. OK, hey, donc... c'est con ce que je viens de dire. Non, c'est acceptable. Non, c'est correct. Non, mais je te dirais, c'est... notre contenu original, notre contenu habituel. Là. Oui, oui. C'est égal à nous-mêmes. Égal à nous-mêmes. Donc, hey, là, vous m'avez rendu full curieux. Oui. Je vais aller jeter un coup d'œil à ça moi-même dans les prochaines, je dis les prochaines secondes, là, on n'est pas fini le show, là. Mais dans les prochaines heures, bien sûr. Donc, juste un geek, ça c'est, vous avez YouTube, vous avez votre page Facebook. Oui, on a une page internet qu'on peut retrouver les vidéos les plus récentes dessus, donc justeungeek.com ou justeungamer.com pour les anciens. Ah, bien entendu, pour voir Une toute redirection. l'entièreté, là. Et Yes! principalement, on peut nous rejoindre sur Facebook, ça c'est sûr. OK, puis vos prochaines activités, mettons, question événementielle, là, pour les conventions, tout ça, là, vous avez-tu déjà quelque chose de prévu dans les prochaines semaines, prochains mois? Quel événement qui s'en vient, le Comic-Con de Montréal? Yes. On va essayer peut-être de couvrir celle-là. Ben, Je en vous fait, dis-tu pas tirer d'un coin? Ouais, là? exact. On vous a, la couverture se fait bien. Par contre, c'est dur de faire une couverture dans un moment où est-ce que tu y vas en tant que fan puis dire Ouais, ah, c'est je veux ça. tout voir, mais faut que je travaille, mais je veux tout voir, mais faut que je travaille. Ça nous a fait ça au Warzone l'année passée, on était là avec les geeks. Ouais. Puis Oh on my God. s'est on a tout laissé. essayé, puis on voulait filmer. Ah, On a essayé la même chose au Warzone. On a essayé Ah, de vous étiez faire- là? Ah, ouais, il on a était essayé de faire gros une- l'année ouais, il passée. était gros, c'était le fun. Ah, On a eu de wow. la misère à faire un épisode, finalement, on l'a pas fait parce qu'on a ramassé, On a ça eu du servait à fun au rien. Là. Ah oui, c'était, écoute, moi, ça a été mon gros hit de l'année passée, honnêtement, là, le Warzone, j'avais aimé ça, là. Mais je pense que ça reste la vidéo qu'on a le plus de views. Toi qui essayes le jeu de gun. De White Gunman? là? Ouais. Ah, je pense ouais? que ça reste une des vidéos qu'on a le plus de views sur notre channel. Faut que je la vérifie. Oh. Ouais. OK. Ouais, écoute. C'est ça que le monde veut voir. OK. Yes, sir. OK. Ça, c'est pas moi qui manque vomir en mangeant des barres de sauterelles, puis que la face me gèle à moitié, puis qu'on pensait que j'étais allergique, là. C'est pas ça? Peut-être aussi, mais écoute. It's all good. On a des invités, puis on parle de nous autres. Ah, c'est n'importe quoi. Hey, merci. Merci d'avoir été là. Nous autres, d'habitude, on a une tonne aux 15 minutes. Là, on n'en a pas. Non, c'est ça. Non, on n'a pas de tonne aujourd'hui. OK. On peut chanter, Non. non? Hey, on va clairement pas vous empêcher de chanter si vous voulez chanter. Non, mais vous pouvez rester avec nous autres si vous voulez. Certainement. Nous autres, On parlait de films. on parlait de films, entre autres. On parlait de jeux vidéo aussi un On parlait peu. de jeux vidéo, on parlait de films qui s'en viennent. Ben oui. Fait que, merci. Là, on n'a pas de thème de transition, mais merci d'avoir été là. Merci à vous autres. Donc, OK, Stéphane. Stéphane qui est pas marqué. Stéphane, il n'est pas marqué. C'est vrai, il n'y a pas de micro, Stéphane. Trouve-toi un. Dis-nous bonjour. Bonjour! OK, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va y aller en cinéma. Hein? Let's go. Il y a un cinéma parce que moi puis mon copain Conan, entre autres, on est allé voir un film hier parce que c'est la saison des blockbusters qui vient de commencer. Là, Lordy Lord. de façon officielle. Dans le fond, qu'on parle de... On parle de quoi, là? Ben là, ce serait le fun de faire un petit un petit aperçu rapide des films qui s'en viennent parce que il y a vraiment un paquet de films qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Oui. Je suis en train de regarder ça, là, j'ai un peu mal à la tête de me demander de quel film juste va mentionner les noms parce qu'il y a trop d'affaires qui s'en viennent. Mais on va dire, mettons, la semaine prochaine, tu sais, cette semaine, évidemment, la grosse sortie, c'était Guardians of the Galaxy 2. Oui. Il y a aucun autre film dans les sorties là, qui a même essayé d'être quelque chose de big. La semaine prochaine, moi, ce que j'ai très hâte de voir, c'est le film de Guy Ritchie sur le roi Arthur. Je suis prudemment curieux. Moi, de sur plus en celui-là. plus. De plus en plus. Parce que Guy Ritchie a fait des films extraordinaires, puis il a fait des films qui sont complètement oubliables. Ouais. OK? mais parce que Madonna est pas dedans. pour chaque snatch qu'il a fait aussi Revolver. Ouais. Ouais. Puis l'autre film avec Madonna, là. Ouais. Castaway. Swept Away. Ouais. Mais il a fait des Sherlock Holmes aussi qui étaient cool. Mais. Moi, je suis partiel vraiment, c'est Sherlock Holmes. Plus j'y retourne, plus je suis Ils sont partiel. corrects. Ils sont Ouais, corrects. c'est correct. Mais bon. Donc, King Arthur qui s'en vient. Après ça, la semaine d'après, Alien Covenant qui s'en vient. Et oui, ça, oui, c'est oui, une oui. grosse sortie quand même. Ridley Scott is back. j'ai- Puis il essaye pas d'être hypocrite avec Prometheus. Puis il dit c'est pas un film d'Alien, mais c'est peut-être un film Non, d'Alien. mais c'est pas... non, ça, c'est clairement un Alien. Puis c'est clairement le même pattern puis tout ça. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il t'es encore capable de faire parce que Ridley Scott c'est un coup de dé à chaque fois depuis 10 ans. Ça le cachera pas. Ouais, non, exact. Là. Il a fait des films. C'est ça. C'est Robin Hood là, aussi. Là. Ouais. Donc, après ça, la semaine d'après, il y a Pirates des Carabines. Enfin,
Pirates des Carabines, les morts ne comptent pas de joke. Non, et voilà, mais... Ne comptent pas de queue, c'est ça? Tell no tales. Ouais, Tell no tales, voilà, exactement. Ne raconte pas de queue. Pirates des Caraïbes, ne raconte pas de queue. Tu sais, en allant voir Guardians hier, j'ai vu le preview de ça que j'avais vu pour la énième fois depuis l'annonce du film. Oui, j'avais Bardem, pis des gros noms, puis ça a l'air d'une production méga bien faite, avec des millions de dollars dedans, avec tout le monde qui fait bien leur job, autant au point de vue des effets spéciaux que de la musique, de la construction des bateaux, puis tout. Mais oh my god, on peut-tu arrêter? On peut-tu arrêter les... J'ai comme l'impression que c'est un cauchemar qu'on ne sortira jamais de. Pirates des Carabines, autant que Johnny est pas mort, là, je pense qu'ils vont l'abuser. Je pense que peut-être qu'il y a beaucoup qui... Cette franchise-là va passer au cassé avec les résultats de box-office du film de cette année. Dans le sens que ça a été en déclin depuis le 3. C'est quoi, c'est le 8e? Non, c'est pas le 8e. C'est le 5e? Pas plus que ça? Non, c'est le 5e. Il avait fait les 3 premiers avec... dans le fond, la trilogie initiale avec Orlando Bloom puis Keira Knightley puis tout ça. Le 4e, les 2 autres étaient pas là, puis c'était comme une nouvelle saga qui partait avec Penelope Cruz puis tout ça. Yann McShane, c'est le 5e. Et c'est le 5e. C'est le 5e. Tu vois, j'avais l'impression qu'il y en avait déjà 8. J'ai l'impression que ça puis Fast and the Furious sont comme mergés ensemble, puis on a toujours du monde sur des affaires qui bougent, qui courent après d'autres mondes sur d'autres affaires qui bougent. Dans le fond, c'est un mélange de rapide et dangereux puis de Fast and puis de Pirates des Caraïbes. Ouais. C'est comme les rapides sont dangereuses. Ah! J'écouterais clairement ce film-là. Ça oui. Ça serait drôle. du monde qui font juste du rafting. C'est pas un film de même probablement un film de sport extrême de rafting. C'est 90, là. Il me semble que j'ai une pochette de films de monde en Rivière Sauvage. Ouais, oh my god. Rapides sont dangereuses. Là, ça nous prenait un Mikey. Donc, voilà. la semaine d'après, Wonder Woman. Que j'ai comme hâte. Moi, sais-tu quelle réalisation j'ai eu avec ce trailer-là? J'ai comme hâte que le film soit sorti. Pour qu'on soit aussi comme tous les films de DC, de toute l'histoire de DC, on est comme j'ai hâte qu'on en parle déjà plus. Ouais. Right? Parce que il va l'avoir là pendant un mois là des Wonder Woman. Mais je répète mon point initial sur ce film-là, c'est important qu'il soit décent au moins. Oui. Il faut que le film soit bon. Oui. Mais faut pas qu'il soit complètement défait par le montage à la dernière minute. J'espère qu'ils donneront pas le film à une compagnie de bande-annonce pour le faire monter comme ils ont fait avec Suicide Squad. Non, j'espère qu'ils feront pas un film de 3h15 qui se dépêche de passer d'une scène à l'autre comme Batman vs Superman. Ou qu'ils fassent un film de Superman à la Man of Steel qui est comme voici un personnage qui est rempli d'espoir dans un film qui est rempli de désespoir. Ouais, non, et j'espère que vous aimez le gris pis le brun parce que DC c'est gris pis c'est brun. Tout le temps. C'est quoi? D'ailleurs, j'ai une critique par rapport à ça, par rapport à Guardians, mais ça c'est plus tard. Non, après ça, il y a La Momie, qui est le film de Xavier Dolan, là, La Momie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Tom Cruise qui se sauve. Tom Cruise avec le nouveau Universal Monster Cinematic Universe. Ouais. Et c'est le début de ça, donc on va avoir une apparition de Russell Crowe en tant que Dr. Jekyll dans le film. Et ils vont placer des éléments pour que tous ces monstres-là soient reliés. Ça, c'est mon, entre guillemets, sleeper hit. Ça va être ma surprise de l'été. J'ai l'impression qu'il va se faufiler dans le top 5 du box-office de cette année domestique, là, La Momie, parce que c'est Tom Cruise. Tom Cruise réussit toujours. Et si Universal sont sérieux avec le projet et que les gens ont la mémoire courte, le monde va peut-être penser faire association. Les gens qui suivent pas le cinéma, vont peut-être penser que c'est comme une continuité des vieux films de La Momie des années 2000. Oui, avec... moi, je le pensais ça, là. Qui a été un extraordinaire succès, là. Moi, le premier, je l'ai tellement aimé, ce film. Le premier est encore très bon, là. Brandon Fraser. Avec le gars pas drôle, là. C'est ça. Mais ça a été super populaire, ces films-là. Autant à la sortie que par la suite à la télé en rerun à location. Ce film-là a été marquant dans les débuts des années 2000. C'était l'homme d'Antino, c'est ça? C'était non, c'était Brendan Fraser. Moi, je l'ai connu juste là, puis quand je l'ai vu dans un autre film, j'ai fait non. Juste non. T'étais juste jaloux de l'homme d'Antino. J'étais vraiment très jaloux. Et de sa sexiness. Exactement, clairement. Mais c'est pas de jalousie. C'est un classique. Moi, quand j'étais kid, j'avais pas arrêté d'écouter l'homme d'Antino. Oh my god. Non, moi aussi, je l'ai écouté, c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je voulais pas le voir dans un autre rôle, le gars. C'est pour ça que je voulais pas m'effacer le rôle. Mais bref, il y a du monde qui vont comme peut-être associer ça, même si c'est pas relié. Peut-être. Mais reste que c'est Tom Cruise, c'est basé sur une histoire classique. OK, on n'espère pas un League of Extraordinary Gentlemen, la Ligue des Gentlemen extraordinaires,
qui pognait tous des monstres classiques comme ça, puis qui a complètement floppé. Ouais, ça, là. Mais on va souhaiter quand même que tout se passe bien pour ça, parce que moi, en tout cas, moi, c'est mon feeling, c'est mon sleeper hit de l'année. Ouais, mais je pense que c'est votre raison, parce que juste par la star power de Tom Cruise, il va y avoir du monde qui va aller le voir. Ça, c'est juste parce que c'est Tom Cruise. Moi, là, je veux dire, regarde, il a beau être critiqué tout le temps, là, mais moi, j'aime pas mal tout ce qu'il fait. C'est rarement planté dans son casting dans les 15 tout le temps la marchandise. Exactement. Dans les 15 dernières années, son casting, le choix des films qu'il a fait est pratiquement sans faille. Il faut le dire. Si le film n'est pas très bon, lui va être correct. Exactement. Il faut dissocier ce qu'il fait dans sa vie en tant que Tom Cruise et ce qu'il fait en tant qu'acting. Tu vois, moi, c'est un des rares acteurs que j'ai aucun problème à le faire. Il y a plein d'acteurs à dissocier super facilement, j'ai pas de problème. Parce ça veut dire qu'il est bon. Mais c'est ça, parce qu'il y a plein d'acteurs là, que je suis pas capable de pas voir, tu sais, le vrai gars derrière le rôle. Tom Cruise, là, je l'oublie tout le temps. Puis, moi aussi, clairement. Mais donc j'ai de la difficulté à dissocier Sean Penn. Oui. Sean Penn, son attitude dans la vie de tous les jours, puis sa façon d'être comme pathétiquement, désespérément essayer d'être activiste, ok, avec plein de causes, tout ça, mais tu vois qu'il y a comme un désespoir d'essayer de se trouver de l'importance. MMO, que quand tu le vois dans un film, c'est comme mais fais attention, s'il y a des femmes qui nous écoutent, là, je veux dire, c'est grave de dire ça à certaines femmes, là. Moi, il y a bien des femmes autour de moi qui t'as dit ça, là, puis déjà là, t'es dans le champ complètement pour elles, pardon. Je dis pas que c'est pas correct ce qu'il fait, je dis juste que j'ai de la difficulté à dissocier ce personnage-là de la vie de tous les jours avec ces personnages de film, puis ça me fatigue quand j'écoute le film. C'est vraiment un bon exemple. Tu sais, un autre, puis là, je vais aller plus avec un réalisateur. Ben de la misère, écouter un film de Roman Polanski, c'est honnêtement, puis ceux qui connaissent l'histoire, Polanski, c'est weird. Là, il peut plus remettre les pieds en Amérique du Nord depuis 1977, l'année que je suis né. Parce que il va se faire arrêter, là. C'est ça, des raisons. C'est ça, des raisons plates, là, de crime. Fait que tu sais, il y a des acteurs que je suis pas capable de le faire, mais t'as raison, Tom Cruise, comme c'est un freak dans la vraie vie, mais non, je l'aime c'est ça, who cares? Ben, Jared Leto, ce qu'il a fait sur le plateau du tournage de Suicide Squad, vous avez entendu parler de ça? Ah oui, t'avais beaucoup de misère à crédibiliser maintenant la carrière de Jared Leto. Là, c'est bizarre. Il est pas le fun, comme il fait des trucs là, comme je suis en personnage tout le temps là, je suis tellement acteur méthode. Je suis le Joker là, je t'envoie des cadavres d'animaux là chez vous parce que j'étais malade. C'est comme fuck off, man. Il rentre tellement dans son rôle que finalement il devient le rôle. Ça devient comme exagéré. Là. C'est un peu une gimmick de marketing. Je suis pas trop un fan du gars maintenant. Malgré qu'il y a eu des rôles très 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 marquants les dernières années, mais il reste bon, mais en tout cas. Fait que d'autres films qui s'en viennent après ça. Oui. Là, il y a un film que moi j'attends vraiment là, c'est Transformers, non c'est une joke. Je m'en allais. Je me levais puis je sacrais mon camp. Non, ce que j'attends, c'est Baby Driver, qui va être la semaine d'après Transformers. Baby Driver, qui est le film de Edgar Wright. Edgar Wright, exactement. Et ça a-tu de la bon. Le trailer est vraiment dynamique, vraiment excellent. C'est un film de poursuite de voiture dans lequel la musique va avoir un rôle de premier plan. Moi, ça va me rappeler des films comme Taxi avec des vrais stunts de cascades de voiture. Des cascades de char, voilà. Que moi, j'avais adoré les films Taxi original français. À l'époque, dans les années 70, Point Limite Zéro en français, ça s'appelait avec le Challenger. C'est un Challenger, là, oui, la voiture blanche. Exactement, c'était Vintage Point, je pense. Vintage Point en anglais, c'est ça. Ok, pas Point Break, là. Non, vraiment pas. Non. Beaucoup plus vieux film que ça. C'est juste un film d'un gars qui va mener de la cargaison comme en char, qui fait comme toute la route 66 aux États-Unis, là. Puis qui est sur les speeds pour rester réveillé, puis il y a un animateur radio qui le suit puis qui l'encourage. Qui arrête de compte d'autres hippies puis qui parle avec une fille qui est tout nue sur son char. C'est ça. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Je sais pas comment ça a vieilli, là. Ça a probablement très très mal vieilli. Je m'en excuse. Non, mais je l'ai encore, je l'ai dans ma collection. C'est un classique. C'est un classique. J'avais adoré ça. C'est la série de films, dans le fond, des films de char. Exactement. Tu parles de Cannonball Run, de Bullet avec Steve McQueen, mais de Cannonball Run avec Smoking the Bandits avec Burt Reynolds. Exactement. Il y avait tout le temps des films de char, dans lesquels le char était autant un personnage principal que l'acteur qu'il y avait dans le film. C'est ça, Baby Driver, j'ai l'impression. Puis Baby Driver s'enligne dans cette lancée-là. Je suis déjà un fan avec le film ça. Moi aussi. Puis moi, le film de char d'habitude, là, ça me fait rien. Mais ça, j'ai écouté le trailer, j'étais comme, wow, ça a l'air sur la excellent. Ben, oubliez pas que la franchise Fast and the Furious a commencé comme ça. C'est vrai. C'était ça. Parti en 60 secondes, qui est un remake d'un vieux film, a été quand même relativement populaire, là, Nicolas Cage. C'était très bon. C'était bon. Mais le char était laid. Non, Eleanor, come on. En tout cas, Baby Driver, regardez la bande-annonce. C'est
Là, on s'entendra pas, là. Hey, wow, c'est une J'ai belle travaillé réaction, 14 ça, ans les dans un boys. garage, moi, là. Fais attention, là. c'était Tu excellent. viens de me stabber dans mon cœur. On dirait, ce char-là, pour moi, là, si je me, tu sais, j'ai le souvenir que j'ai du quand je vais voir le film, là. Je t'écoute plus. Ce char-là, pour moi, est l'équivalent des lunettes fumées avec des plastiques, là, tu sais, comme les shades, là, rose fluo, là. Right? Okay. Donc, après ça, qu'est-ce qui sort? Il y a Despicable Me 3 qui sort, que c'est comme... Bon, il devrait ramasser. Il devrait passer le râteau au box-office, je te dis. Faut que je pète une petite coche à propos des Minions. Oui, moi aussi, là, moi il y aussi. a quelque chose là, qui m'insulte sur les Minions. Okay, les Minions, au début, le premier film, t'es comme, OK, ils sont cute, en plus, ils parlent un langage inventé qui sonne comme plein de langues. Mais c'est pas des vrais mots dans le premier. Ils disent des noms, vont genre dire whatever, mais c'est jamais des vrais verbes, des vrais mots, des vraies affaires. Exactement. Des tonalités. Ça sonne fine. Là, dans le 3, ils disent des mots, mais dans 3 langues différentes. À un moment donné, ils passent devant un tableau, on voit les ancêtres de Gru. Et on voit comme une maman Gru. Donc, c'est comme la face de Gru, mais tu sais, en femme. Fait que là, il y a un minion qui dit, c'est Gru con boobs. C'est Gru con boobs. Puis après ça, ils disent, maintenant, il y a un choix entre, Gru offre un choix aux minions entre, voulez-vous telle affaire ou telle affaire? Puis comme ils disent, mettons, pataka quand ils veulent la faire. Puis quand ils veulent pas la faire, ils disent pignouf. Mais là, c'est le mot international dans le trailer international en anglais, là. Pignouf. Puis c'est gros comme... Ah, Ok, non. Je pense qu'ils ont abusé légèrement un peu du concept. Pour les défendre juste un tantinet, on est clairement pas le public cible. Non, Ces personnages-là sont clairement faits pour plaire à des enfants de 4, 5, 6 ans. Je Ok? ne suis pas encore un enfant de 4, 5, Et 6 ans. on n'est pas rendu là. Et pour les kids, ils sont extrêmement efficaces et populaires. Là. Ah oui, on peut pas le cacher, c'est sûr que oui. c'est un rat de Quand tu marine. te mets à imprimer de l'argent comme ça avec une idée ou avec Oui. un personnage ou avec des personnages comme ceux-là, tu sais, je veux dire, tu tords. Puis je m'imagine à 5-6 l'éponge. ans, là, des voix déconner de le kit, moi j'aurais capoté aussi. Là. Hein, je sais Puis, pas, ok, j'étais Ninja je Turtle, tu sais, je peux veux même dire. comprendre. Non, à 5-6 ans, non, on l'était plus à 9-10 ans. Ah oui, Turtle, les c'est films tard, d'action. là. C'est 7 plus ans, 7 ans, pré-ado. moi j'étais 7 ans, j'étais Turtle, là. Ah, ouais. Ah oui, Raphaël dans le fond, là. Mais le film, Dans le le film était fond. pas sorti dans ce temps-là, c'est les comic books. C'était les comics. Ah ça. oui, les comics, Ah, c'est les ça. cartoons. Puis j'écoutais les cartoons, c'est ça, puis Ghostbusters, là. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, je suis loin du mignon en mot t'as dit, là. Tu sais, il y avait de la violence, je m'excuse, là, mais c'est... Ouais, à l'époque, c'était ça. Là, ça, mais- tu sais. Le pire, c'est que je viens de penser à un argument que, tu sais, ouais, s'ils prennent des vrais mots en 3 langues, les enfants vont apprendre. Des mots, ouais, c'est ça, tu sais, faut le voir du point de vue. Dis-toi que ça va passer à gratte au box-office, là, ça va être En tout cas, très populaire. Bon, fait qu'après ça, Ensuite. il y a Spider-Man, Spider-Homecoming Man, yes. Oui. Spider-Man Homecoming. C'est rare que j'ai Ça, été excité wow. par un film de Spider-Man Il était comme temps. celui-là. Il était temps parce que dans le fond, c'est pas. Quand dans le monde dit ah, je t'ai carré des reboots de Spider-Man, lui c'est pas pareil. Il est dans les mains de ceux qui vont être capables de le mettre bon. Clairement. C'est-à-dire Mais- ceux qui l'ont créé. Là. Mais je pense que c'est le dernier après, là. Après ça, Spider-Man retourne à Sony. Il y a une affaire de... Non, il y a celui-là puis le prochain, Civil War, puis après ça, Spider-Man n'est plus à Marvel. Ah ouais. Il y a comme une affaire de... Ah ouais, il switch déjà de propriété intellectuelle, Ben, me semble. c'est que dans le fond, pour faire la continuité de ce personnage-là, ok, ils vont quand même requérir l'aide de Marvel pour la production des films, mais Marvel fait pas une scène sur le personnage de Spider-Man dans le fond. Dans le film de Spider-Man, c'est eux qui produisent le film gratuitement, en échange d'utiliser Spider-Man dans leur film. Ouais. Ok. Ok. Mais le film de Spider-Man, il est produit par Marvel, mais distribué et publié par Sony. Et Sony ramasse le bénéfice parce que c'est encore à eux le personnage. Ok. Donc, à partir de là, est-ce qu'ils vont continuer si le film a beaucoup de succès cette année? Moi, je prédis que c'est le plus gros box-office de l'été. Je le souhaite. D'après moi, c'est pas mal. J'aimerais ça aussi. Tu sais, Ça sort quelle date à peu près, ou dans Ça quel sort juillet. le 7 juillet. 7 juillet, ok. En plus, c'est le jour de l'indépendance. Non, c'est le 4 juillet. Ouais, c'est ça, c'est le 4. Non, c'est le 4. Non, c'est le 4. Je pense à rien, 7 juillet. C'est pas c'est quoi 7 juillet? Ben, c'est la fin de semaine après C'est le pas la 4. fête- C'est pas la fête de quelque chose? Ah. Non. Possiblement. C'est sûr que c'est la fête de quelqu'un. Ouais, clairement. C'est ça. Mais le 7 juillet, tu sais, souvent ce qui sort début juillet comme ça, c'est ce qu'ils font le plus confiance en termes de Ouais. parce que tu sais, le début des vacances et tout ça, Oui, je veux oui. dire, Parce que les grosses cases horaires- les deux grosses cases horaires pour les films, c'est généralement début mai puis début juillet. Exact. Dans l'été, là, c'est là que tu vas voir les grosses bombes sortir. Ben oui, parce que là, après, il y a la guerre de la planète des singes qui sort. Oh, j'ai hâte. Ça va être une Oh, que grosse j'ai sortie hâte. aussi. Oh, les bandes annonces sont tellement malades. Excellente. Oh, ça va être bon. Excellent. Après ça, il y a Dunkirk qui sort la semaine après, le film de Nolan sur la Deuxième Guerre mondiale, le film qui a l'air complètement épique. La deuxième bande-annonce est sortie cette semaine, Ouais. est très intrigante. mais est-ce Vraiment. que c'est trop épique? Ben, non, en est-ce que- fait, ça parle d'un événement qui est très, qui a pas été parlé beaucoup dans les films de guerre, parce que les films de guerre qu'on a vus sont très centrés sur la présence américaine dans les guerres. Oui. OK? Dunkirk, ça parle d'avant que les Américains se mêlent de la Deuxième Guerre mondiale, et c'était une évacuation de troupes britanniques qui étaient juste l'autre bord, OK? Sur une plage qui était l'autre bord
de la Manche, dans le fond. Et l'évacuation s'est mal passée. Mais c'est parce que moi, Ils ont trouvé d'envoyer des bateaux civils pour aller chercher des soldats. Non, je connais un peu l'événement, mais ce que je veux te dire, c'est que moi, en tout cas, quand j'ai regardé la bande-annonce, je trouvais que ça avait l'air, tu sais, épique. Tu sais, je veux dire, épique! Non, moi, j'ai pas trouvé que ça avait l'air à si gros déploiement. Plus comme épique dans le sens qu'on allait vraiment voir c'est quoi la Émotion, guerre. Ouais. Souvent, il y a très peu de films de Deuxième Guerre mondiale qui nous montrent vraiment c'est quoi l'échelle de la guerre. Tu sais, comme, c'est pas juste la caméra qui filme un coin de rue avec des petites briques pétées, là. C'est loin, il y a du monde pété partout, tu sais. Je pense qu'on va voir ces grands espaces-là révélés dans la guerre. C'est ça, si c'est bien fait, tant mieux. Je pense que oui. Christopher Nolan, question cinématographie, on se trompe pas, là. On va voir ce qui se passe. Ça sera pas de la shaky cam qui court après quelqu'un. Ça sera pas l'approche Spielberg de sauver le soldat de Ryan. Non plus. Puis c'est pas un reproche du tout, là. Sauver le soldat de Ryan, ça a été un cas. J'espère juste que Matthew McConaughey va réussir à traverser la 4e dimension par l'amour et dire aux soldats, le code. Ça sent la mauvaise foi ici. Parler dans une bibliothèque. Non, j'ai hâte. Mais là, c'est parce que la semaine d'après, c'est le film que j'attends, les gars, puis on attend tous vraiment beaucoup, et c'est le film Emoji. Yeah. Ok, on va aller en pause. Puis on va vous parler de Guardians en revenant. On fait une petite pause, on va revenir tout de suite après au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Revoici le Geek Contre-Attaque! Oh yes! Et nous sommes de retour pour le troisième tiers des Geeks Contre-Attaque. Et là, on va poursuivre en cinéma et là, on va vous parler de façon plus détaillée parce que là, on avait fini avec notre liste des films de l'été. Ben, donc, pas vraiment, je vais y aller vraiment. Ouais, parce que là, Emoji Movie, je veux pas qu'on finisse avec ça. Là. Non, exactement, parce qu'il y a vraiment des vrais bons films qui s'en viennent, là. Oui. Dark Tower qui s'en vient. Oh, ben on annonce que cette semaine d'intéressant. Oui, d'ailleurs, je voulais parler tantôt, on a parlé d'Idris Elba tantôt, puis Idris Elba avait déjà été pressenti pour faire un James Bond. C'est pas grave, il va être le gunslinger Roland, donc let's go. Idris pour Roland, for the win. Ah, ça va être solide. Après ça, un peu plus tard, il y a dans la même Stephen King va avoir du cash money à la fin d'été parce qu'il y a It aussi qui sort. Oui. Donc, et oui, les bandes annonces semblent intéressantes aussi. J'haïs pas ce qu'on fait avec visuellement avec ça. Là. It's creepy, c'est épouvantable. Beaucoup moins comme un peu cheap de la série télé de l'époque, qui, même si à l'époque avait peut-être un genre d'aspect comme qui était très, très, très étrange et mystérieux, Star, ça fait un peu comme malaisant tellement c'est mal fait. Là. Bah oui. Mais Tim Curry est encore malade. Mais donc, c'est ça, il y a ça. Après ça, il y a Kingsman Golden Circle, que j'ai vraiment hâte d'aller de voir, parce que Kingsman, quelle belle surprise. Belle surprise. Tout à fait. Il y a aussi... Après ça, le 6 octobre, là, ça c'est vrai que ça, c'est la truc que j'attends, c'est Blade Runner 2049. Ça, c'est de l'année, c'est le top du top. Là. Je l'attends. Ah oui, moi aussi, viscéralement. C'est ça. Après ça, là, on commence à être un peu plus loin dans l'année. Là, on est vraiment en octobre pour on arrive pour Blade Runner. Mais il reste encore Thor Ragnarok à sortir au mois de novembre, que j'ai vraiment hâte. Oui, et ça, bien sûr, The Last Jedi. Last Jedi, oui, puis le Justice League. Ok, je me retire, là. C'est vraiment lui que j'attends le plus. Donc, on a vraiment un bel été puis une belle fin d'été qui s'en vient au point de vue du entertainment. Yes. Donc, hey. On était voir Guardians of the Galaxy volume 2 hier. Et bon, faisons une petite prémisse tout d'abord. Ça se passe quelques mois après le premier. Aucune continuité il y a aucun... Voyons. Aucun lien entre les deux. Ma phrase est tombée autour de la table. Il y a aucun point de référence qui est mis de façon temporelle avec les autres films de l'univers Marvel. On sait simplement que ça se passe quelques mois après le premier film de Guardians. Exact. Mais on peut pas savoir à quel moment dans les films de Marvel. On sait pas si c'est avant ou après Civil War ou on sait pas. Ben, ça doit être un peu avant parce que dans le sens que Thanos, il est encore là. Oui, mais on sait pas. Ben, c'est sûr que c'est pas après, hein. Ben, en tout cas. Pendant. Non, c'est vrai qu'on sait pas. Enfin, c'est vrai. Bref. Tout ça. Et là, les Guardians sont sur des missions typiques. Arrivent de quoi de pas correct. Ils réussissent une mission. S'en vont de la mission. Et Rocket a fait de quoi? Qui fait en sorte qu'il s'attire l'ire de les personnes qui les avaient engagées pour faire la mission. Et ça déclenche une série de réactions en chaîne qui les amènent à découvrir beaucoup de choses sur leur plan personnel pour tous les personnages des gardiens
incluant même les antagonistes du premier film. Donc, OK, qu'est-ce qu'on en a pensé initialement? Je vais te laisser commencer, Conan. Ben, tu sais, moi, je dirais que je vais quand même mettre un peu d'eau sur le feu, dans le sens que je suis sorti de ce film-là en me disant, ouais, c'était bien, mais il y avait des scènes que j'ai trouvées vraiment comme, il y a des scènes que j'ai trouvées, Fait que, je suis sorti du film en me disant, je voudrais pas le réécouter tout de suite. Le premier, je me souviens, je suis sorti du film, c'est comme, je resterais dans la salle pour le réécouter une deuxième fois. Lui, non. Mais, l'introduction, pas l'introduction, mais la séquence d'intro du film est meilleure que le premier film quasiment complet. Dans le sens, c'est avec Groot. Ça, j'ai trouvé que c'était la meilleure partie du film et j'ai trouvé que c'était aussi bon, peut-être même meilleur que le premier film. Mais le reste du film, je trouve qu'il y a plein de moments qui s'accrochent, il y a plein de moments qui c'est comme, OK, Star-Lord est beaucoup moins le fun que dans le premier. C'est pas lui qui est cool et arrive avec le déhanchement puis l'humour de la situation. C'est que, les choses lui arrivent, faut qu'il deal avec les affaires. Exactement. Il y a pas le choix par la nature de ce qui arrive dans le récit à pas être le Star-Lord cool qui danse, tu sais, à défaire le... Non, parce que c'est ça, mais ça touche plus personnellement ce qui se passe. Drax, Rocket, Yondu font le film. Je veux dire, c'est... À la limite aussi Mantis. Oui, Mantis, il était bon Mantis, ouais. mais tu sais, c'est vraiment, mais c'est Mantis via Drax, oui, tu sais. oui. Mais à chaque fois que Drax et puis Raccoon étaient là, j'étais comme, yes, c'est là, c'est sûr. Drax a encore les meilleures lignes du film. Encore. Ah oui. Question humour, ça l'a pas lâché de gaz du tout. Le film est drôle autant que le premier, sinon, peut-être même plus, parce qu'il y a beaucoup plus de gags visuels que de slapstick. Je pense simplement à la scène où ils ont à voyager dans on va faire des jumps, là. Ouais, qui font des space jumps beaucoup en ligne, maintenant quelques personnages dans un vaisseau, et à cause qu'ils en font beaucoup en ligne, ça fuck un peu leur réalité. C'est drôle, mais cave, mais comme un film pour enfants, mais c'est tu drôle. vois, je trouve qu'il y a plein de séquences dans le film là, qui étaient un petit peu trop longues. Un petit genre des 10-20 secondes trop longs de... Ben, tu vois, cette séquence-là, parce que c'est des affaires qu'on n'a jamais vues avant dans l'univers de Marvel. Comme, OK, il y a un jump, OK, puis... OK, ça fuck la réalité. Non, mais dans le sens, c'est pas que c'est dur à accepter puis que, tu sais, on l'accepte vite, mais c'est parce que c'est comme de quoi qui potentiellement aurait pu être autre chose que juste un gag visuel, qui, tu sais, on le voit avec des gros yeux pis des grosses faces. Ouais, une fois, parfait. On l'a vu 3 fois. Non, 2 fois, en fait. Deux fois, puis c'était long la deuxième fois, j'étais comme, OK, ouais. Mais je préférais voir quand il passait, on voyait des planètes, tout ça. Là, c'était comme, ça c'est plein de petits Easter eggs, ça fait dans le même. Mais il y a plein de petites séquences que j'étais comme, tu sais, c'est... Mettons, là, le bout avec la balle de lumière. Oui. Il aurait dû juste faire comme, balle, lancer, fini, c'est ça. Pas descendre la marche, puis là, se faire la petite séquence super cheap, super cheesy de... vraiment, là, faut qu'on voit... Littéralement, faut qu'on le voit pour comprendre que c'est ça qui se passe. C'était peut-être plus pour placer aussi la musique. Oublie pas ça, là, la tune part, ça, c'est une affaire que j'ai trouvé. La trame sonore, aussi bonne qu'elle est moins bonne que la première. Les tunes me restent moins en tête. Les tunes, là, je me suis réveillé un matin avec Ain't No Mountain Higher en tête et non pas aucune tune du deuxième. Ah, ok, t'sais, les tunes, ils sont moins... Je suis en désaccord dans le sens que je pense que la trame sonore est aussi solide et encore plus reliée que le scénario que le premier. Ouais. C'est que dans le premier, les tunes étaient là pour mettre l'ambiance. Dans le 2, les tunes fit avec l'histoire qui est racontée. Elle va se marier aux scènes. Je veux dire, l'utilisation de Father and Son de Cat Stevens. Non, tu vois, moi je trouve que ça fait partie de... Ça aurait pas dû être cette tune-là. Ça aurait dû être Cat in the Cradle. Peut-être. Mais Cat in the Cradle. Je comprends ton point, mais par rapport à musicalement, la tune, avec l'événement qui se passait. Je veux dire, je m'attendais à ce que ce soit ça. Pareil, tu sais, quand on est passé, j'étais comme, OK, c'est le bon choix. Mais si ça avait été Cat in the Cradle, j'aurais braillé. Ouais. J'aurais braillé. Mais le film joue beaucoup avec les émotions des fans. Honnêtement, c'est autant drôle que aussi, c'est triste par bout. Puis c'est peut-être un peu, pour certaines personnes, ça va être un petit peu malaisant parce qu'il force là-dessus un peu la note. La fin, j'ai pas ressenti la peine qu'il voulait que je ressente. Pour un public plus général, c'est quand même correct. Honnêtement, puis les Guardians peuvent faire ça. Ils peuvent se permettre des extrêmes plus éloignés d'un film standard que les autres propriétés de Marvel, parce que c'est les Guardians, c'est plus léger. Donc si tu veux aller plus dans le mélodramatique, tu peux le faire avec eux, parce que sont tellement... Comment je dirais? Sont moins proches de la version antidépresseur de tous les films, c'est-à-dire jamais trop sombre, mais jamais trop drôle non plus. Le plus proche d'un univers neutre. Tu sais, genre, j'ai pas d'émotion trop souvent, ça fait que je suis heureux.
T'sais, alors que les Guardians, c'est vont full quand même, heureux ou des fois full triste. Mais tantôt, là, on parlait de couleurs dans l'univers de DC, là, qui manquait de couleurs. Là, il y en a trop dans celle-là. Là, on se calme, là, sur les affaires iridescentes, là, qu'il y a du... Non, mais c'est parce que ça a comme... pas rapport à maner là, l'effet arc-en-ciel sur 90% des affaires qu'on voit dans cette affaire-là. C'est comme là, faut qu'on se calme. Conan, une petite seconde. T'es gris en dedans. Non, c'est parce que ça sert pas à rien. À un moment donné, il faut que ça serve à quelque chose. Puis quand ça sert à rien, à part juste de faire du bonbon visuel, je trouve que ça perd des points au point de vue de comment tu te sers de ton langage cinématographique. C'est comme, oui, c'est beau, oui, clairement. Visuellement, c'est le fun d'avoir des couleurs dans un univers super-héros. Mais à un moment donné, je me suis dit, coudonc, je suis en train d'écouter, c'est quoi le Rainbow Bride, là? Right? Est-ce que j'ai pris des champignons magiques? Non, mais comment ça s'appelle l'émission, là? Mais Rainbow Bride, c'est affaire de petites princesses qui... Oui, mais là, moi, je parlais aussi... qui mangeait des couleurs. Ouais, c'est ça. Il y avait les Kalinours aussi qui pitchaient leurs émotions avec le baden. Ouais, parce que j'avais une petite impression que c'était un petit affaire trop ça. Ouais. Puis moi, il y a quelque chose qui est arrivé dans le scénario que moi, ça, quand ça arrive, nécessairement, tu viens d'enlever tout le supposé danger. C'est quand un personnage fait dire « Ouais, ben t'es immortel ». Ah. C'est comme le voyage dans le temps tantôt, là. OK. Je vais être immortel jusqu'à ce qu'il soit plus. Puis là, on s'entend-tu qu'il va l'être pareil, là? J'attends juste, tu sais, je veux dire... Ça, je comprends. Ouais, OK. C'est de la facilité de... C'est comme, OK. Je te dirais que les attentes du deuxième volume étaient très hautes, étant donné le succès surprise du premier. Ouais. Puis malgré les failles, OK? Moi, je te dirais que j'ai eu une expérience super de fun. Ah oui, moi aussi. Là. Parce qu'il est encore des ligues au-dessus de la compétition comme film. DC, je serais même pas capable de faire un film de même si on les pointait avec un gun. Non, je suis d'accord. Avec toute la cache du monde, on serait pas capable d'un film qui s'approche de ça. Ça reste encore de la grosse qualité. On voit une continuité avec le style de James Gunn. Et les acteurs le nailent encore. Son frère, d'ailleurs, était super bon dans ce film-là. Le Ravager à la fin. Oui. C'est le frère beaucoup de de personnages secondaires qui ont eu des beaux moments dans ce film-là, honnêtement. Taserface. Taserface, très drôle. C'était drôle. C'était très drôle. Chaque personnage a encore un beau moment, mais aussi, je vous dirais ce que j'ai aimé de ce film-là, comparé, mettons, au premier, c'est que là, on explore, pour chacun des personnages principaux, une partie de qu'est-ce qui est trouble, qu'est-ce qui les affecte. Et là, on fait beaucoup d'avancement dans la character... Tu les connais plus, finalement, personnellement. Il avance en tant que personnage dans ce film-là. On apprend à connaître plus un peu leur angoisse. Tu sais, c'est vraiment du character development qu'il appelle. J'aime vraiment ça. Moi, tu te rappelles un peu dans Mass Effect, là, c'est un jeu vidéo, c'est même pas un film, là, mais tu sais, il y avait cette dimension-là quand tu faisais les side quests. Si ça arrive, là, vous me le vendez. Mais vraiment, oui, parce que Guardians va beaucoup là-dessus. Parce que il y a une des personnages qui est ajoutée au film qui s'appelle Mantis, que son habilité en tant que sa race extraterrestre, c'est que quand ils touchent quelqu'un, ils sont capables, pas de lire leurs pensées, mais de ressentir les émotions profondes qu'ils ont. Ils la ressentent exactement pareil. Okay. Ils savent. Donc, à partir de là, quand il a fait des contacts et qu'il jase avec eux autres, ça permet d'aller directement très très profondément dans leur psyché intérieure. Et il y a des affaires qui se révèlent pendant ça, puis de la façon que les personnages interagissent par la suite, qui va tout de suite aller chercher très 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 profondément dans le personnage lui-même. Ce qui provoque des moments super drôles, mais aussi des moments très 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 profonds. Je veux dire, la scène entre justement Drax et Mantis sont seuls assis devant un champ de fleurs, puis ça rappelle le passé de Drax, qui lui reste assez stoïque, mais ce qu'elle vit en y touchant est wow, t'es comme honnêtement, puis tu sais, je suis pas un gars pleurer dans des films, mais ça fait comme j'ai eu plus d'émotions dans ces moments-là que dans plein d'autres moments dans le film, que c'était comme là je suis supposé être triste, comme non. Oui, OK, c'était très télégraphié, mais il y a certains moments qui ont quand même marché juste parce qu'ils ont pas tombé dans le piano que Drax s'est mis à pleurer lui aussi. Parce qu'il restait stoïque, puis tu te dis tous ces années-là, il vit quand même avec toute l'équipe. Mais puis Drax, Drax il vole le show. Drax il vole le show. Et peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui étaient pas sûrs avec les bandes annonces. Non, le film n'est pas complètement envahi par Baby Groot. Okay? Ah, non, parce que le monde s'imaginait que ça allait être un gros là, affaire de marketing, qu'elle allait essayer de vendre des bebelles. Là. Il y a son rôle, OK? Il y a autant de présence que les autres personnages. Pas plus que les autres. Ça tourne pas autour de lui. Juste une introduction qui est comme centrée sur lui, mais c'est
parfait. Ah, c'est Écoute, massif. avec Mr. Blue Sky de Electric Light and Orchestra qui est comme, Parce que moi, c'est ce qui me faisait, c'est la question que j'avais pour vous autres qui me faisait énormément peur, parce que moi, quand tu tombes dans un cliché de même de bonhomme cute, là, Non, là, je sais pas, j'ai plus mon cœur d'enfant, là, je dois avoir mon cœur de pierre complètement mort, mais pas, ça m'énerve complètement. Baby Groot est pas considéré, mais tu sais, les moments qu'il est utilisé parce qu'il est petit bien niaiseux sont juste parfaits. Parce que Groot, lui-même, dans le premier film, m'a laissé, mettons, c'est ça. J'essaie de garder mes mots, là, mettons, gentils. Okay. Disons que ça m'a pas tiré à terre, là. Fait que c'est pour ça que je me dis, non, ils vont abuser de ça un peu comme les Minions, là, puis là, ça va devenir, je vais avoir des t-shirts de ça partout, des tatous, il y a pas plus de temps de screen time que les autres personnages. Okay. On se sent pas qu'il est poussé vers l'avant pour ça. Il est juste, toutes ses présences sont justifiées. OK, bon, c'est bon. Dans l'histoire. Fait que ça me réconforte, là. C'est ça. Ça veut dire que je vais possiblement le voir un jour. Moi, bon, là, faut qu'il se calme, Marvel, là. Faut pas qu'il se mette à mettre des 5 séquences de crédit, là, c'est gossant. Je m'en souvenais pas après. Après, j'essaie de me dire, c'est quoi? Après Parce que le film finit, puis il y a 5 séquences de post-credit. Donc, il y a 5 séquences de un easter egg, tu sais, une affaire d'envoi. Bon, on se calme, là. 5, là, c'est trop parce que, un moment donné. Quand on a une ou deux, là, c'est bien. Une, tu sais, puis moi, je pense que une, ça peut être bien correct, là, tu sais. Ben, c'est parce qu'il y avait deux, la façon que tous les films de Marvel fonctionnaient depuis Iron Man 1. T'avais une séquence, t'avais deux séquences de générique. La première avait un générique, avec de l'infographie. OK, dans lequel tu voyais comme plein de designs, toute la kit. À la fin de celui-là, t'avais une scène qui faisait référence au film lui-même. Qui amenait à un autre film qui s'en vient. Non, pas la première. Pas la première. La première, c'était vraiment au film lui-même. Ensuite, t'avais le vrai générique avec juste une toune de fond, un écran noir, puis le reste qui défile. Puis là, il y avait... Et à la fin de là, là, t'avais une scène qui comme débouchait vers un des prochains films. Un peu comme Doctor Strange, justement, avec Thor. Là. Exactement. C'était comme la structure qu'on était habitué à. Mais là, la séquence, parce que le générique a pas de générique neutre. Non, c'est tout stylisé. C'est tout stylisé. Et pendant ce générique-là, il est entrecoupé à peu près aux 30-40 secondes de séquences. Ouais. Et c'est plus des genres de Easter egg entre guillemets dans le fond, des petites révélations de fun pour les fans de BD dans le fond. Puis une d'entre elles révèle qu'il va y avoir un gros personnage dans probablement le deuxième Avenger qui est important dans les BD de Infinity War, c'est quand on avait les pierres de l'infinité puis le gant puis Thanos puis tout ça. Donc c'est une belle révélation. Donc on va faire un petit spoiler maintenant. Ceux qui l'ont pas vu encore. À vous. Spoiler. OK, ouais, c'est ça. Donc, je veux pas divulgacher quelque chose, c'est simplement que c'était déjà des rumeurs, c'est déjà presque sûr. Oui. Et si vous avez lu, en tant que fan de Marvel, toute l'histoire des Infinity War, tout ça, oui, c'est confirmé. Adam Warlock va être dans le Marvel Cinematic Universe. Et pour les fans, c'est gros. Parce que c'est comme le seul autre qui a possédé le gant avec toutes les gemmes dedans, à part Thanos. C'est ouais. Puis la façon qu'ils introduisent une race dans le film qui amène à dire c'est pour ça qu'ils sont là. J'ai trouvé ça cool. Honnêtement, je suis peut-être un public facile pour ce genre de film là. C'est bien ficelé. Oui, c'est correct. C'est correct. Je suis pas trop critique des deux parce que c'est une des faiblesses des films de Marvel, les antagonistes. Ouais. C'est souvent les antagonistes sont juste là pour mettre en valeur les protagonistes. Ben là, c'est quand même ça un peu. C'est encore ça aussi, mais les deux antagonistes de Guardian Volume 2 ont comme une petite twist à chacun d'entre eux qui les rend plus intéressants que juste les typiques Malekith et Ronan de ce monde qui étaient juste bad pour être bad puis je veux être plus puissant. Il y avait quelque chose. Tu sais, le premier antagoniste du film, c'est une race. Et cette race-là ont une façon très, très, très hautaine, magnanime et extraordinairement pompeuse d'être complètement incompétent et pathétique. J'aime le clash entre les deux. C'est comme t'imagines quelqu'un qui est comme quelqu'un de très royal et très majestueux qui arrête pas de s'enfarger partout puis qui fait comme si c'était rien passé, comme un chat. Ouais, tu sais, un chat qui s'enfarge, fait comme... Il est rien arrivé, man. C'est toi qui es calme. C'est ça. C'est ça. C'est genre comme ça. Et ça me fait rire, là. Vraiment. Vraiment. Quelqu'un qui essaie. C'est un genre de Jar Jar Binks, mais réussi. Un gars qui a de la fierté mal placée, je trouve ça parfait. Et l'autre, c'est un bad guy qui avait annoncé avant. C'est quelque chose d'assez gros. Ils ont peut-être changé quelque chose dans l'origine, c'est-à-dire Ego. Donc, Ego, The Living Planet dans l'univers de Marvel, qui avoue pendant le film, un autre film, un autre spoiler, qui serait un célestial. Ouais, ça, là, ils ont réécrit le... Ouais, ça. Parce que c'est pas un Celestial dans la réalité du comic books. Dans BD, c'est une planète qui est devenue c'est Living Planet. consciente. Living Planet. Qui a tellement évolué
qui est rendue à un stade de conscience elle-même. C'est pas un Celestial. Dans le Mais film, là, ça se mais trouve là, être dans le fond, l'esprit d'un Celestial qui a pris forme physique et qui s'est autour de lui a bâti une planète et là essaie de tout cas, bref. Tout ça pour dire que c'est quand même le fun. J'aime il y a des caméos surprises aussi, quand même, dans le film. Ils sont quand même le fun, non, c'est, pour mettre fin avec ça, parce que je veux qu'on parle un peu de jeux vidéo avant de faire une émission. Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur rajeunissement digital de qu'on a vu au cinéma à date, là. C'est vraiment le seul que j'étais comme, ok, je le sais, là, qu'il ressemble pas à ça, mais c'est mais Marvel avait fait de quoi de pas si pire avec Michael Douglas dans Ant-Man. Ouais, puis mais tu sais, Michael Douglas, c'est pas ça, Robert Downey Jr. qui était un petit peu mieux dans Civil War. Dans Civil War, qui était comme pas si pire, mais tu sais, on voit vraiment qu'il y a une amélioration depuis Jeff Bridges dans Tron, là, qui se tourne la face sur le lit, là, celle qu'ils ont fait exactement dans ce film-là, c'est avec Kurt Russell, qu'on voit dans la séquence de départ du film, qui est rajeuni. Il a l'air de Kurt Russell quand il était plus jeune. Ah, vraiment, là, c'est frappant. Ah, il est drôle. Parce que celle que moi j'avais trouvée un peu ratée, entre guillemets, là, dernièrement, c'est dans le dernier Star Wars, là, où Léa, à la fin, un peu. J'ai trouvé qu'elle était grotesque. On dirait une statue de cire de Madame Tussaud qui a pris vie. J'ai dit un peu, parce qu'encore une fois, quand tu parles de Star Wars, t'as pas le droit de dire, tu sais, parce que là, je reçois des menaces de mort régulièrement. C'était le Mass Effect Andromeda d'animation de Star Wars. Exactement, c'était clairement ça. J'ai eu mal à l'intérieur quand je l'ai vu. Non, c'est ça. Il y avait comme quelque chose, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait de wrong, mais peut-être qu'il y aurait dû avec l'éclairage les mettre moins en premier plan, moins éclairé. Je parle de Léa, là. Léa directement, sa face était trop grosse sur son corps. On aurait dit une grosse face de Léa sur un corps de jeune fille. C'est ma meilleure comparaison, c'est ça. C'est du statut de cire qui parle. D'ailleurs, quand je l'ai vu, j'étais tellement frustré, c'était à la toute fin du film, donc j'étais tellement frustré que j'ai été chercher mes Blu-ray des originaux, je les ai mis, tu sais, vraiment, je les ai écoutés un après l'autre, juste pour voir, puis j'étais complètement, là, j'étais tiré à terre, clairement. Ouais. C'est comme, quand ça bouge pas, c'est pareil. Mais ça bouge bizarre. C'est ça. J'ai dû rester 1h30, là, tu sais, avec la gueule à terre à regarder mon écran pour faire qu'est-ce qu'ils viennent de me présenter, là. Si Marvel peut continuer avec ce processus-là de génification, let's go. C'est correct. Tant que tu crées pas complètement CGI. Parce que je vous donne un exemple. Si Marvel a réussi à nous faire accepter deux de leurs personnages, deux de leurs super-héros qui ont changé d'acteur. Clairement. Et qu'on était correct, là. Je veux dire, Hulk, qui est quand même pas un figurant, là. C'est ça. Et, dans le fond, War Machine. Qui ont passé d'un acteur à l'autre. Ouais. Puis on a embarqué. Pourquoi essayer de recréer au CGI du monde puis ça fait comme quand t'es voué alors que tu peux prendre un acteur qui y ressemble. Oui, c'est ça, exactement. Mais War Machine, je m'en suis même pas rendu compte, honnêtement. Je suis pas assez fan de ouais, c'est ça, c'était Hulk, que je m'en souviens. Terrence Howard. Terrence Howard dans le premier Iron Man, mais après ça, c'est devenu Don Cheadle dans les autres. Don Cheadle est bien meilleur que Terrence Howard. Je connais pas assez ces acteurs-là. Don Cheadle, sa face est bien plus expression que Terrence. Oui, parce que Terrence Howard... Il était correct. Tu sais, puis il y avait une bonne chimie avec Robert Downey Jr. Parce que mais c'est juste quand sa carrière à Terrence Howard a pris une drôle de tournure quand il a été nominé pour un Oscar. Ouais. Et là, il s'est mis à croire à son propre hype. Terrence Howard aurait dû être de Faucon, mais il est bon, lui, qui fait le Faucon, j'oublie son nom. C'est Anthony Mackie. Ouais, parce qu'il est super bon, j'allais au bout. Oh, mais ça aurait pu être Terrence Howard, ça aurait fait aussi. Mais Mackie était suffisamment jeune pour être crédible, le gars qui vient d'arriver dans Exact. J'aime bien à date, le casting est rarement raté dans Marvel. Vraiment, là, ça fait partie de leur force. D'ailleurs, parlant de générique, là, j'ai remarqué de quoi de tellement absurde dans le générique de Guardians. Il y avait un des gars qui travaillait dans, je sais plus quel, il s'appelait Justin Trudeau. Ah, dans le générique? Ouais. C'est un gars qui s'appelle Justin Trudeau. Mais tu sais, comme de tous les noms que j'ai vus, de mer de noms que j'ai vus comme Justin. Justin Trudeau qui travaille pour Guardians. C'est un prof de théâtre à la base, Justin. Notre Justin, c'est un prof de théâtre. Ah, puis pour ceux qui se demandent, on parlait de Yondu tantôt, qui avait réussi. Quelle façon de bien présenter un arc de personnage avec un début, milieu, fin. Ouais. Et Yondu, dans le premier, on voyait qu'il était compétent. Okay, qui pouvait être une menace. Dans celui-là, il fait peur tellement que s'il décide qu'il est tanné, là. Il y a une petite séquence dans le noir. Tu sais, comme il y a une séquence de tuerie, cette séquence-là est awesome. Dans la séquence de tuerie, il y a un plan qui se passe dans le noir. Ça, j'étais comme, j'en veux plus comme ça. Super. C'était pas assez long. J'en voulais plus. Cette séquence-là est extraordinaire. Honnêtement, là, c'est Yondu, là, wow. Et non seulement ce qui arrive, mais la façon que ça a été interprété par Michael Rooker, qui bien entendu se plantera pas parce que c'est un acteur très compétent, et il nous le prouve encore une fois, mais non, regarde, c'est... je suis pas content de l'expérience. Moi, je donne 4 sur 5. Mettons, le premier, je donne 8, ça, je donne un 7.5. OK. Tu sais, j'ai pas honte, là, j'ai hâte de le revoir, mais je vais pas le revoir au cinéma. OK, ben, ouais.
Moi, j'ai hâte de le voir en langage original. Ben, j'ai pas pu réussir à me trouver. En français, toi, ouais. Ben, ça devrait tellement marquer être au pénible. français que Ça t'es pas devait être vraiment bon. Pénible. Marvel, c'est Pénible. moins pire. C'est Ouais. moins pire. C'est moins pire parce que C'est Disney, hein. c'est Disney. Puis tu sais, la prod est suffisamment bonne pour que t'embarques. Puis au cinéma, c'est des fois dur de trouver des places Ouais, non, c'est dans clair, les minutes. c'est clair. C'est pour ça que j'y vais plus, d'ailleurs. Tu sais, mais pour ce qui est du reste, non, c'est correct. Ça m'a pas empêché. Fait que j'ai hâte de le voir en anglais aussitôt. Moi, je Moi, vous en ça- parle dans 5 mois, mais qui sortent en DVD. Ça vaut la peine, les voix étaient bonnes, là, vraiment. Puis, Oh, justement, oui, parlons c'est des voix. Rocket Raccoon. Bradley Cooper est tellement bon dans Rocket Raccoon, je n'entends pas Bradley Cooper. Non, hein? Je l'écoute, là. Faudrait que je le voie, enregistrer la voix, parce que je suis incapable de mettre cette voix-là sur la face de Bradley Cooper en même temps. Là, vraiment, il fait de la bonne job, là, pour ça, là. Wow. Yes. Donc, hey, je pense que l'émission est sur le point de Déjà. s'arrêter. C'est possible, Jean? Je regarde le temps, là. Ah, ben, si on a l'extra d'une minute 13. Ah, ouais, c'est ça. On a Tu veux qu'on encore parle de jeu? une couple de minutes. Ok, bon, regarde. Ok. Donc, tu lui donnes combien? Tu dis 7.5 à peu près? Ouais, c'est bon, ça. Ouais, ok. On est supposé parler de jeux vidéo, Stéphane, on s'excuse. Il y a zéro problème, les gars. Regarde, moi, je peux revenir la semaine prochaine, je peux revenir dans 2 semaines, je peux revenir toutes les semaines. Toutes les semaines. Ben, Toutes les qu'est-ce qui semaines. sort bientôt, là? Ben, j'avais pas amené du stock qui sortait. Ben, j'en ai un, dans le fond, des nouvelles que j'avais amené qui sortait, là. C'est un jeu qui est méconnu puis que j'aimerais que les gens puissent connaître. La date de sortie est sortie la semaine passée. C'est le jeu Perception. C'est les gars de BioShock, des anciens de BioShock qui ont fait Oui. de la trilogie BioShock que je sais pas si vous connaissez, si vous êtes familier avec ça. Est-ce que vous les avez fait? Ben, moi, j'ai j'espère fait que oui, là, c'est partie d'humain puis Infinite. ça. Dans le fond, Would you faites le kindly? premier. Would you kindly, effectivement. Faites le premier, faites le troisième. Ne vous barrez pas Approchez les pas pieds du sur tout, le ouais. deuxième. Approchez même pas à 1 centimètre de jeu là. C'est donc un jeu, même type un peu de jeu à la troisième personne. Perception, ça va être, on joue une femme aveugle qui se promène dans un manoir. Donc un jeu là, tu sais, ce type horreur un peu, dans lequel, puis elle a un bâton. Donc quand elle tape à terre, là, vraiment, là, tu sais, avec la résonance, là, vraiment, Ok. on est capable de voir un peu là, les images qui sont À la Daredevil. exactement, un petit peu comme ça. Donc c'est un jeu qui était Kickstarter à la base, qui va sortir le 30 mai. Donc on vient de l'apprendre la semaine passée. Là, ça sort le 30 mai. Puis je vous le dis, là, mettez ça vraiment dans votre C'est panier quoi le nom? d'avance. Répète le nom encore. Perception, Perception. ou en anglais. Perception. Donc ça sort sur Xbox One, sur PlayStation 4 et sur PC. Wow. Moi là vraiment là, si on parle de sortie dans les prochaines semaines, c'est vraiment celui-là que je surveille énormément là, en termes de entre guillemets, j'appellerais ça un indie game, c'est visiblement pas un C'est pas un triple A, triple A, là. ouais, c'est c'est ça. ça, mais c'est quand même donc comme projet Kickstarter, je trouve que franchement là avec on est gâtés là ces temps-ci là avec tout ce qui est tout ce qui nous sort de Kickstarter puis qui est capable de nous amener un jeu quand même relativement décent. Je pense que ça va sortir autour, en tout cas en bas de 30$. Si c'est en bas de 30$, Yes. je l'achète puis je vous en reparle. Nice. Yeah, hey, merci Stéphane. Merci beaucoup. On va s'en parler dans les prochaines semaines. Bien Yes. sûr, donc, merci Stéphane, merci à Conan. Merci à toi, mon cher. Merci à nos invités de Juste un Geek aussi. Allez voir leur chaîne YouTube, bien entendu. Yes, et aimez leur page Facebook. Merci à Jean Cloutier, Salut! de main de maître qui nous a Oui, sorti du merci trouble. encore. La première est peut-être la dernière. Yes. C'était pas la dernière, c'était pas la dernière. Non, c'était pas la dernière, ben, à moins à moins que que Mikey Mikey, soit tout le temps là. Il est bien meilleur. Gardez-le. Fair enough. Bon, hey, merci d'avoir été là. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se prend la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.